Et nous sommes en direct. Bonsoir tout le monde et bienvenue sur le stream où on parle politique européenne et où la politique européenne vous parle. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon début de semaine. Comme vous l'entendez ce soir, on est en français et c'est tout simplement parce que notre invité du jour est français. Ce soir, on va donc échanger avec le député européen Christophe Grudler, donc c'est un député qui appartient au groupe Renew Europe, donc c'est les centristes européens. Et en France, il appartient au MoDem. Donc Monsieur Grudler a 56 ans, il est député depuis 2019, donc c'est son premier mandat au Parlement européen. Il est membre de la commission de l'industrie, de la recherche, de l'énergie, et il est suppléant en commission des affaires étrangères et en sous-commission sécurité et défense. Donc avant de commencer notre conversation, comme d'habitude, je vais rappeler brièvement les règles de la maison pour ceux qui seraient nouveaux avec nous ce soir. Donc notre invité va rester avec nous pendant à peu près 1 heure, après quoi il partira profiter du reste de sa soirée. Mais vous serez bloqué avec moi pendant encore une trentaine de minutes, puisqu'on fera un petit débrief pour discuter de ce que vous avez pensé à l'interview. Moi, vous donner des éléments de contexte supplémentaires s'il y a besoin, faire une petite revue des thèmes qui ont été discutés, ce genre de choses. Comme d'habitude, j'ai préparé mes questions de mon côté, j'ai collecté quelques autres questions via Reddit ou via Discord, et vous pouvez bien entendu poser vos questions via le chat, je vais garder un œil dessus et je piocherai dans vos suggestions si c'est adéquat. Donc n'hésitez pas à participer et à réagir, c'est fait pour ça, mais faites-le dans la bonne humeur et ne spammez pas. Donc le but de ces interviews, comme vous le savez, c'est de vous aider à mieux comprendre qui sont vos représentants à Bruxelles déjà, savoir qu'est-ce qu'ils y font, et aussi observer la diversité et les subtilités de la politique européenne. Ce soir, on a un député du groupe Renew, donc les centristes. La semaine dernière, on avait Emmanuel Morel qui était plus extrême gauche, on a eu des socialistes, on a eu des verts, donc on voit un peu toute la diversité de la politique européenne, ce qui fait sa richesse. Et comme ça, après, écoutez, ça vous donne les éléments pour vous faire vos propres opinions. Comme le nom de la chaîne, enfin non, pas le nom de la chaîne, mais comme le thème l'indique, on va parler que de politique européenne, donc on ne parlera pas de politique nationale, à moins que ça soit très en rapport avec l'Europe. Donc gardez ça en tête au moment de poser vos questions. Donc sur ce, écoutez, je vous propose qu'on se lance. Bonsoir Monsieur Grudler et bienvenue sur la chaîne. Merci encore d'avoir pris le temps d'être avec nous ce soir. Donc, bonsoir et merci pour l'invitation. Écoutez, c'est notre plaisir. Donc ce que je vais vous proposer, peut-être pour commencer un petit peu notre discussion, c'est vous présenter un peu très brièvement pour compléter un peu ce que j'ai pu dire en introduction, que vous avez pu entendre. Vous avez déjà dit beaucoup de choses. Moi, je suis originaire de Belfort, dans l'est de la France. Je suis député européen depuis 2019 et je m'occupe effectivement, en raison de ma ville qui était un petit peu industrielle, je m'occupe beaucoup des questions d'industrie, d'énergie. Je suis rapporteur pour mon groupe de la politique spatiale européenne. Les questions d'espace me motivent beaucoup et je veille de façon transversale à ce qu'on appelle l'autonomie stratégique européenne. Parce que je pense que l'Europe naïve, ça suffit et qu'il faut maintenant une Europe qui puisse prendre un peu mieux en main son destin, et ça passe par une prise de conscience, ça passe par une organisation économique notamment. Voilà. Et donc je suis par ailleurs en charge des relations avec un certain nombre de pays, notamment la Suisse, la Norvège, l'espace économique européen, pays d'Asie centrale, le Liban. Voilà, donc un certain nombre de pays dont je m'occupe au titre de ma délégation aux affaires étrangères. Et pour terminer, je suis vice-président d'un intergroupe qui s'appelle Aéronautique et Espace, qui permet de parler de l'aviation et évidemment de l'espace. D'accord. Alors peut-être pour commencer un peu par le début, est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu comment et pourquoi vous vous êtes lancé en politique et ensuite comment vous êtes devenu plus tard député européen? C'était quoi le déclic pour vous? Alors, moi, mon déclic est purement familial et purement hommage à ma famille. C'est un petit peu bête parce que souvent on commence la politique en regardant le journal de 20h, en ayant plein d'idées nationales, et puis après de voir localement comment on peut le faire. Moi, c'est exactement le contraire. C'est-à-dire que je suis issu d'un ville de Belfort où sont arrivés mes arrière-grands-parents, très pauvres, qui ont fui l'Alsace annexée par l'Allemagne. Donc, oui, on est déjà un petit peu dans les questions d'Europe. Et ils sont arrivés, trois fois rien, mon grand-père, à l'âge de 14 ans, a travaillé à l'usine Alstom de Belfort. Déjà dans l'énergie, c'était les chaudières et par ailleurs les trains. Et donc, son travail, c'était de ramasser les excréments des chevaux qui tiraient les turbines. Et il a bossé pendant 53 ans là-dedans. Mon père a bossé 42 ans dans les mêmes usines. Et donc, je me suis dit que l'hommage à ma famille, ça serait ça. Et que je voudrais maintenant m'engager en politique pour rendre hommage à ma famille et ce qu'elle avait fait dans cette ville de Belfort. Et donc, je suis devenu conseiller départemental en 1998. J'ai gardé mon mandat pendant 20 ans. Et donc, on a commencé par ce niveau local. Donc, j'ai été élu à ma première élection. Et donc, après, les gens me posaient des questions.
sur la région, sur le national, et je ne savais pas toujours répondre, parce que je voulais d'abord servir mon canton, et donc finalement, eh bien, je me suis intéressé à l'actualité régionale, à l'actualité nationale, à l'actualité européenne, et je me suis investi dans tous ces domaines-là. Ce qui fait que quand il y a eu le traité de Maastricht, par exemple, ou d'autres événements européens, j'étais très investi dedans. Comme je m'étais spécialisé un peu en industrie et en énergie et qui avait besoin aussi de ces compétences-là dans notre liste Renaissance, eh bien voilà, on a fait appel à moi par rapport à ma connaissance de ces domaines et par rapport aussi à mon implication sur le terrain, parce que je suis très attaché à cet engagement, à cette Europe qui a vraiment les pieds dans la glaise, quoi. C'est là où on a nos racines. C'est pas quelque chose de déshumanisé dans une bulle bruxelloise. D'accord. Alors, vous l'avez déjà mentionné, d'une part, votre priorité, un des sujets sur lequel vous travaillez beaucoup, c'est les questions de l'énergie. En plus, qui plus est vis-à-vis de vos racines, hein, comme vous l'avez mentionné, vous êtes en plein dans les débats d'énergie. Donc, on va commencer par discuter un peu d'énergie, justement. Un sujet d'actualité, quelque chose qui préoccupe pas mal les gens, c'est une question que j'ai eue de la part de quelqu'un sur Reddit, qui disait comment ça se fait qu'en France, les tarifs de l'électricité ont explosé, ils ont augmenté de 2 fois, 2,5 fois, alors qu'on produit peu d'énergie au gaz et que on sait qu'aujourd'hui en France, c'est 70% de l'électricité qui est produite par le nucléaire. Donc pourquoi est-ce que on est impacté par l'explosion du prix du gaz alors qu'on produit pas l'énergie au gaz en France? Alors, déjà, une petite anecdote, c'est cher, effectivement, c'est très cher, mais on paye toujours l'énergie 2 fois moins cher que ne la paye l'Allemagne, par exemple. Alors, pourquoi c'est cher? Parce qu'en fait, tout simplement, les prix du gaz et de l'électricité sont indexés. Alors, c'est assez injuste, ce système-là, qui fait que, voilà, quand le prix du gaz augmente, par corrélation, le prix de l'électricité augmente. C'est assez injuste parce qu'en fait, les pays qui auront fait des efforts pour sortir, on va dire, de l'énergie fossile, donc le gaz naturel en l'espèce, vont se retrouver en fait doublement pénalisés. Le contribuable, l'Européen, il aura payé par son gouvernement pour mettre en place, ça peut être des énergies renouvelables, ça peut être du nucléaire aussi dans le cas de la France, puisque vous citez la France, ils ont payé de leur poche pour les impôts des énergies renouvelables ou décarbonées, et en retour, l'électricité qui est produite est moins chère que toute, et en retour, il y a une indexation qui fait qu'ils vont repayer encore plus en raison de cette dépendance au gaz naturel. Alors effectivement, c'est assez incohérent, et puis on essaye un petit peu de se bagarrer pour qu'à l'avenir, il y ait une déconnexion, et que pour les Français notamment, le prix de l'électricité soit le prix réel de l'électricité, et pas avec cette indexation sur le prix du gaz. Le gaz a pris vraiment beaucoup, là, et a explosé au niveau des tarifs. Le gaz est quand même une énergie qui va disparaître dans l'Union européenne. Donc, en fait, il n'y a plus de sens de maintenir l'indexation entre le gaz et l'électricité. Donc, on travaille effectivement pour pouvoir séparer ça, ce qui sera en fait une façon de protéger le consommateur européen. Et du coup, comme vous l'avez dit, les prix sont indexés, c'est une indexation qui se fait un peu au niveau européen. Est-ce que vous pensez que du coup, dans ce débat-là, l'Europe, c'est un atout ou c'est un problème sur la question du prix de l'énergie? Alors, l'Europe, c'est un atout. C'est un atout, tant sur le prix, parce que maintenant, on va se mettre ensemble pour trouver des solutions alternatives, tant que pour la fourniture d'énergie, parce que je rappelle quand même que le but premier de ce marché européen de l'électricité, c'est de permettre qu'il n'y ait pas ce qu'on appelle le blackout, c'est-à-dire un trou noir qui fait qu'un pays, à un certain moment, n'a plus d'électricité. Ça ne serait pas humain de laisser les gens sans chauffage, sans éclairage. Donc en fait, il y a un principe de solidarité européenne qui fait que grâce à ce marché de l'énergie, personne ne peut plus avoir d'électricité. Et donc il y a une solidarité, il y a des interconnexions. L'Allemagne, par exemple, reçoit chaque année 40 TWh de la France, parce qu'à certains moments, l'Allemagne elle est au bord de l'asphyxie énergétique. Donc il faut cette solidarité, et c'est pour ça que l'échelon européen est vraiment indispensable. Se replier sur ses frontières pour l'électricité, c'est-à-dire être quasiment sûr d'avoir des coupures d'électricité régulières. Je rappelle aussi que la France importe quand même aussi 20 TWh d'électricité, parce que les moments de surproduction ne sont pas les mêmes que les moments de sous-production. Donc il y a un moment où on peut avoir besoin d'importer, et puis à d'autres moments, on a les volumes pour pouvoir exporter. Donc c'est dynamique, hein. On répond à la demande suivant les moments de la journée, suivant la demande d'énergie. Alors toujours sur ces questions de l'énergie, donc dans le cadre de cette montée des prix du gaz naturel notamment, donc ça a occupé un certain nombre de conseils européens ces derniers mois, et une proposition qui avait émergé, qui était poussée par l'Espagne notamment,
C'était l'idée de faire un peu comme sur le gaz naturel, un peu ce que l'Europe avait fait sur les vaccins, c'est-à-dire l'idée que la Commission européenne achèterait du gaz naturel de manière groupée pour essayer de créer des sortes de réserves stratégiques de gaz naturel, un peu comme ce qui existe sur le pétrole. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée? Est-ce que c'est fantaisiste? Comment vous positionnez sur ça? Alors, c'est une idée que j'ai portée également hein, au niveau européen, au niveau du Parlement également. Et donc, plusieurs États membres ont avancé cette idée qui est, excusez-moi, mais d'abord une idée française, puisque aujourd'hui, s'il y a un pays qui n'a pas de problème de stock de gaz naturel, c'est la France. Puisque par la loi de 2018, il y a une obligation pour les fournisseurs de gaz d'avoir des stocks. On appelle ça les stocks stratégiques en gaz de la France. Et ça représente quand même à peu près 3 mois d'autonomie qui sont garantis en France. Mais la France, c'est le pays qui a le plus de stocks de gaz naturel. Les autres pays en ont très peu ou pas du tout. Les seuls qui en avaient, c'était par exemple l'Allemagne ou les Pays-Bas. Dès que les prix du gaz ont augmenté, ils ont pris dans leurs réserves. Ce qui fait qu'ils sont maintenant dans l'hiver avec pratiquement plus de réserves. Donc l'idée était très bonne, et toujours très bonne. C'est de dire on va mettre en commun l'achat de gaz. Comme on a mis en commun l'achat de vaccins, qui au début c'était un petit peu carré, mais après ça a bien réussi. Et on a eu tout ce qu'on voulait comme dose dans l'Union européenne, à des prix défiant toute concurrence, qui a permis de fournir tout le monde, et également d'offrir des vaccins à l'Afrique notamment. Donc en fait, la mise en commun de gaz va permettre aussi de faire baisser les prix, évidemment. Mais je pense qu'il faudrait arriver à un système où on puisse, on va dire, contraindre ou permettre en fait d'avoir des stocks de gaz naturel un peu dans tous les pays pour ne pas qu'il y ait certains qui soient favorisés et d'autres défavorisés. Donc ça veut dire aussi que ces pays aient envie de le faire, bien évidemment. Alors après, ces solutions d'achat en commun de gaz naturel, ça reste pour moi du court terme, puisque comme je vous l'ai dit, à moyen et à long terme, il n'y aura plus de gaz naturel. Il y aura peut-être du biogaz, il y aura du biométhane, il y aura de l'hydrogène, mais le gaz naturel, donc celui qui émet du CO2 lors de sa combustion, il n'y en aura bientôt plus. Donc ces solutions, si vous voulez, pour l'instant de stockage, donc avec les moyens existants, on ne va pas réinvestir dans des tankers, dans des grands réservoirs, alors qu'il n'y en aura plus besoin dans 20 ans. Hein, donc voilà, c'est donc une première solution, c'est celle-là. Mais c'est court terme. C'est de la gestion de la crise, entre guillemets. Voilà. D'accord. C'est du court terme parce que le fossile, on va bientôt s'en débarrasser complètement. Alors, du coup, toujours sur ces questions de l'énergie, et en lien en fait avec ça me fait un peu ma transition parfaite, merci pour ça. Un autre débat sur la question de l'énergie, c'est justement l'inclusion d'un côté le nucléaire et de l'autre côté le gaz naturel dans ce qu'on appelle la taxonomie verte européenne. Alors, taxonomie verte européenne, pour les gens de l'audience, c'est en gros un label européen pour diriger les investisseurs vers ce qu'ils appellent les énergies vertes ou les énergies de transition. Et donc, il y a tout un débat sur est-ce que le nucléaire et les gaz naturels doivent être intégrés à cette taxonomie. Donc, comment vous positionnez? Est-ce que vous pensez que le nucléaire et le gaz ou le gaz doivent être inclus dans cette taxonomie ou pas? Alors, il y a plusieurs choses à dire déjà, mais je vais essayer d'être court, le plus court possible. La taxonomie, c'est génial. C'est un principe européen qui va être suivi par les autres continents parce qu'on va pour la première fois classer toutes les énergies qui permettent d'atteindre la décarbonation en 2050. Et donc, les investissements privés, et là on ne parle pas de subventions publiques, hein, on parle vraiment d'investissements privés, donc vont se flécher principalement sur ces énergies-là. Donc on va contribuer financièrement à décarboner l'Europe et peut-être demain le monde. Alors, là où il y a des débats, enfin, je pense que, allez, je vais vous dire, on parle de cash. Je pense que la Commission a mal fait son boulot sur la taxonomie. Ça a été confié à des financiers. Les industriels, les secteurs économiques, les chaînes de valeur n'ont pas été sollicités. Et donc, au moment où la Commission a fait son premier texte, tout le monde lui est tombé dessus, il y avait des problèmes, etc. Elle a perdu des mois, des années, puisque depuis le temps qu'on en parle, elle n'est toujours pas aboutie, hein, cette taxonomie. Et donc, il y a eu un premier acte délégué, donc les premières énergies classées en début d'année 2021, mais bizarrement, on n'a pas mis le nucléaire dedans. Alors que le nucléaire doit être dedans. Le nucléaire, c'est de l'énergie zéro carbone. Donc en fait, la taxonomie classe toutes les énergies qu'on appelle durables, c'est-à-dire qui n'émettent pas de CO2. Et en fait, pour des raisons dogmatiques, parce qu'il y a des gens qui sont opposés au nucléaire en raison des déchets qui sont un vrai problème, mais par rapport à la taxonomie européenne sur la décarbonation, il n'y a pas photo. Le nucléaire doit en faire partie.
Alors après, il y a la question du gaz naturel. Et le gaz naturel, là, c'est plus une énergie dite de transition. Pour sortir du charbon, par exemple, en Pologne, 90% de l'énergie, ça vient du charbon. Idem en Estonie, par exemple, où c'est des schistes bitumineux. Eh bien, pour pouvoir sortir de tout ça rapidement, hein, je rappelle que pour 2030, on a un objectif de réduction de 55%. Hein, donc, pour sortir rapidement, il y a eu un compromis qui a consisté à dire peut-être que le gaz, dans un premier temps, il peut être utile. Pourquoi? Parce que quand le charbon pollue 2, le gaz, il pollue 1. C'est-à-dire qu'il y a 2 fois moins de dégagement de CO2 en faisant la combustion de gaz naturel plutôt qu'en faisant de la combustion de charbon. Donc c'est un premier pas, en fait. Ouais. C'est un premier pas. Donc c'est d'où la transition. Mais la transition, ça veut dire qu'en 2050, c'est fini. Parce qu'en 2050, on est à la neutralité carbone. Donc, en fait, on est en train de dire que par la taxonomie, on peut soutenir des investissements sur 20 ans, sur 30 ans par rapport à aujourd'hui, qui permettent de réduire l'empreinte carbone de ces pays ultra carbonés, mais qu'en 2050, c'est fini. Donc c'est pour ça que le gaz est une transition vers cette neutralité carbone. Alors que le nucléaire est aussi durable que l'éolien, le solaire ou l'hydraulique, puisqu'il ne dégage pas de CO2. Mais il faudra évidemment traiter, c'est le problème des déchets, sur lequel il faudra investir beaucoup pour pouvoir, à mon avis, les éliminer assez rapidement. Mais du coup, toujours c'est cette question du nucléaire, vous l'avez dit, voilà, c'est une énergie décarbonée. Et effectivement, il y a une opposition d'un certain nombre d'États membres, et partis politiques d'ailleurs, sur ces questions nucléaires, ils ne veulent pas du nucléaire. Et un des arguments qu'ils mettent en avant, c'est au-delà de la question des déchets, ils disent oui, mais attendez, c'est des investissements extrêmement lourds. Les centrales de génération actuelle, donc notamment les générations EPR, ont plein de problèmes. On voit ce qui se passe à Flamanville, on voit ce qui se passe sur les EPR dans les autres pays. Donc est-ce que c'est pas une forme de fuite en avant en fait de miser sur le nucléaire alors que en fait on se contente de déplacer le problème? C'est pas du tout une fuite en avant. C'est de la production massive d'électricité. Les énergies renouvelables sont le mieux, évidemment, mais elles sont intermittentes. C'est-à-dire qu'il y a des moments où elles ne produisent pas. Et si elles ne produisent pas, le circuit électrique s'arrête, donc il n'y a plus d'électricité. Puis même si elles produisent de trop, ça on le sait moins, mais si elles produisent de trop, s'il y a trop de vent, si les éoliennes tournent trop fort et qu'il n'y a pas assez de demande électrique en face, c'est pareil, le réseau saute. Donc il faut toujours équilibrer. Et pour pouvoir équilibrer, il faut des énergies pilotables. Et le nucléaire, c'est une énergie pilotable. C'est-à-dire que si soudain il n'y a plus assez de vent, on peut remettre un petit coup d'énergie nucléaire pour alimenter le réseau électrique. Et puis s'il y a trop de vent, on baisse au minimum la tranche nucléaire. Donc c'est la soupape de sécurité en fait. C'est un moyen pilotable, mais qui est massif. C'est-à-dire que pour remplacer une tranche nucléaire, il faut des milliers d'éoliennes, par exemple. Donc il y a un équilibre à trouver. Et souvent, on oppose un peu les deux. C'est absolument stupide. Il n'y a pas de raison d'opposer les deux. C'est-à-dire qu'il y a un complément. Je rappelle aussi que les États membres sont responsables de leur mix énergétique. Donc, un pays qui n'a pas envie de nucléaire, il n'en prend pas. Bon, c'est vrai qu'en Europe, les frontières sont quand même assez proches. Donc, il faut aussi veiller à la politique de voisinage par rapport à ça. Mais aujourd'hui, il y a clairement 12 pays qui, dans l'Union européenne, ont demandé à pouvoir investir dans le nucléaire pour décarboner leur énergie. Et puis, il y a 5 pays qui s'y opposent. On va citer parmi les plus véhéments l'Autriche, le Luxembourg et l'Allemagne. Même si en Allemagne, ça pose des problèmes. Donc, ils ont encore du nucléaire. Ils vont en sortir en 2025, mais ils ne savent pas par quoi ils vont remplacer. Peut-être du gaz, peut-être du charbon. Donc, ils vont encore aggraver leur empreinte carbone. Donc, il y a aussi parmi des écologistes de la nouvelle génération en Allemagne, des gens qui disent, peut-être que plutôt de sortir en 2025, on peut peut-être sortir en 2030 et voir comment ça se passe. Mais donc, il y a vraiment besoin de ces technologies nouvelles. Alors, vous citiez Flamanville, par exemple, le PR. Oui. Pourquoi est-ce qu'on a raté Flamanville en France? C'est un surcoût énorme. On a raté parce que ça fait 30 ans qu'on n'a plus fait de centrale nucléaire de ce niveau-là. Dans les années 80, quand on coulait des cuves à longueur de mois, d'années, qu'on avait des savoir-faire chez nos soudeurs, chez nos ouvriers, pour pouvoir produire, chez nos ingénieurs évidemment aussi, pour pouvoir produire des cuves de qualité, et puis qu'on a arrêté pendant 30 ans, comment vous retrouvez les savoir-faire, les compétences? Les gens sont partis à la retraite, et puis on n'a pas embauché des jeunes, des nouveaux, pour bien les former au métier de la soudure notamment. Et donc là, ça a posé effectivement un problème. Mais ce problème, il est posé là, il ne se pose pas en Chine, il ne se pose pas en Russie, il ne se pose pas aux États-Unis,
où l'énergie nucléaire est en train de se développer de façon très très forte. Et si on ne fait pas attention, alors là je reviens à mon autonomie stratégique européenne, si on ne fait pas attention à ça, demain, c'est les États-Unis, la Chine et la Russie qui vont venir nous vendre leur technologie nucléaire parce qu'on n'aura pas soutenu ce secteur. Et donc, pour moi, c'est aussi un élément d'indépendance de l'Union européenne. Alors, j'ai une question dans le chat sur la charte de l'énergie. Alors, j'espère que vous connaissez, je ne suis pas un expert sur la charte de l'énergie. Donc, la question, c'est est-ce qu'il est nécessaire de pousser pour une sortie de la charte de l'énergie ou est-ce que réformer cette charte est suffisant, par exemple, en réduisant progressivement la protection offerte aux investissements fossiles? Ou alors, est-ce que le statu quo est suffisant et on laisse la CGE faire son travail? Alors, moi, je suis convaincu qu'il faut sortir au plus vite de toutes les énergies fossiles. Donc, si à l'intérieur de la charte, on trouve cet accord assez rapidement, ça me va très bien. Après, s'il n'y a effectivement pas possibilité d'y arriver, si une bonne partie des pays européens ne veulent pas cette réforme, voilà, il y a un moment, il faudra peut-être carrément en sortir et considérer qu'elle n'existe plus. Mais aujourd'hui, je pense qu'il vaut mieux réformer de l'intérieur. Voilà, souvent, partir, c'est donner raison à ceux qui gouvernent mal. Donc, il vaut mieux des fois être dedans et puis pour essayer d'agir efficacement. Alors, on l'a compris dans ce que vous avez dit, voilà, la question de la réduction des émissions de gaz à effet de serre, c'est un sujet qui vous tient à cœur, c'est aussi un sujet qui est important pour l'Union européenne, c'est un des grands axes du mandat de la Commission européenne. On peut même dire que c'est le principal axe de cette mandature, qu'on est arrivés tous au niveau de l'Union, au niveau de la Commission, du Parlement ou du Conseil. On a tout de suite dit que l'objectif prioritaire, c'était le Green Deal, c'était lutter contre le réchauffement climatique, la décarbonation à 100% en 2050. Voilà, il n'y avait pas d'autre priorité. Après, il y a eu la crise. Voilà, du Covid qui est venu, voilà, mais à la base, c'était... Voilà, mais c'est bien le Green Deal qui était l'objectif principal de l'Union européenne. Alors du coup, pour remplir cet objectif du Green Deal, comment est-ce qu'on fait pour atteindre ce 100% décarboné comme vous le dites? Est-ce qu'on mise sur des nouvelles technologies, l'hydrogène, la capture de carbone? Il y a certains même on commence à parler de la géo-ingénierie, ou est-ce qu'on pousse plutôt vers une réduction des émissions, par exemple, en mettant en place des taxes sur le kérosène, sur les voitures individuelles, ce genre de choses? Comment vous voyez le package? Alors, vous avez doublement raison. C'est-à-dire que d'un côté, il faut faire ce qu'on appelle l'efficacité énergétique, c'est-à-dire lutter contre tous les gaspillages, optimiser. Donc, bon, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais la consommation, par exemple, électrique n'est pas régulière. Je vous ai dit que le réseau doit être équilibré. Et donc, s'il n'est pas équilibré, il y a une pointe de consommation à midi ou à 18h le soir de l'électricité. Les industries fonctionnent toutes en même temps. Et dans certains moments, on peut faire ce qu'on appelle de l'effacement énergétique. Par exemple, une entreprise qui n'a pas forcément besoin de tourner à 16 heures pour produire, je sais pas, une usine d'aluminium, il vaut mieux qu'elle produise au milieu de la nuit, quand il n'y a pas d'autre demande électrique, parce qu'elle utilise vraiment beaucoup d'électricité sur le réseau. Donc, il y a le principe d'effacement, voilà, il y a le principe d'efficacité, de lutte contre les gaspillages. Et donc, ça, c'est le premier élément qui peut peut-être nous permettre de réduire de 15 à 20% notre consommation énergétique. Et après, il y a le transfert vers l'électrification. C'est-à-dire qu'on va, sur nos énergies, on va supprimer tout ce qui est pétrole, gaz naturel, pour électrifier de plus en plus. Alors que ce soit effectivement les foyers, donc pour l'habitat, pour les transports, pour l'industrie, vraiment électrifier. Et quand ce n'est pas possible dans certains secteurs, alors c'est le cas peut-être pour les transports lourds, c'est le cas aussi pour l'industrie, eh bien à ce moment-là, on va peut-être utiliser d'autres moyens qui peuvent être notamment l'hydrogène. Et l'hydrogène est une source totalement décarbonée. C'est un gaz, hein, mais c'est un gaz qui ne dégage pas de carbone, parce que quand vous brûlez de l'hydrogène, en fait, il sort de l'eau derrière. Que de l'eau, tout simplement de l'eau. Donc en fait, voilà, c'est électrification d'abord, enfin, efficacité énergétique d'abord, donc on va d'abord réduire les gaspillages, et donc ça veut dire aussi mieux isoler les bâtiments, hein, ça c'est aussi un axe majeur sur lequel on va investir des milliards d'euros pour pouvoir mieux isoler les bâtiments. Tout ça, ça procède à l'efficacité énergétique, et puis après, consommer de l'électricité d'abord, et après de l'hydrogène, ou ça peut être de l'ammoniac pour le maritime, enfin d'autres, en tout cas d'autres éléments, notamment gazeux, complètement décarbonés. D'accord. Et alors on sent, voilà, dans ce débat-là, c'est une priorité pour les institutions européennes, mais ce qu'on a vu aussi, c'est un sujet d'inquiétude qui a été particulièrement prégnant en France, c'est la question de l'impact social justement de cette politique pour réduire les gaz à effet de serre. On se souvient que par exemple, que ce soit les gilets jaunes ou même avant eux les bonnets rouges, c'est des mouvements sociaux qui avaient commencé par contestation de mesures qui
à la base était prévu pour contribuer à la lutte contre le changement climatique. Donc comment on fait pour faire en sorte que ça soit socialement acceptable, j'ai pas envie de dire socialement neutre, mais en termes d'impact, que les ménages ne le sentent pas trop, de faire cette transition énergétique. Écoutez, clairement, ça veut dire que on ne peut rien faire contre la population européenne. Pour qu'une réforme soit acceptée, il faut que les gens l'acceptent. Donc ça ne peut pas se faire contre eux. Donc c'est pour ça que, en ce qui concerne notre groupe Renaissance au Parlement européen, on milite fortement contre le fait de remettre des taxes carbone sur les transports individuels, donc ça veut dire augmenter encore le prix de l'essence pour les gens, ou sur l'habitat, c'est-à-dire que l'électricité, enfin les moyens de chauffage seraient encore une nouvelle fois plus élevés. On ne peut pas se permettre d'augmenter de 20 à 30% ces éléments pour le consommateur final, sinon il n'acceptera jamais. Et les gens voudront continuer à polluer, même si les plus jeunes générations vont dire attention, vous allez me laisser une planète qui va disparaître parce que le réchauffement climatique, parce que la pollution, eh bien en fait les gens diront non, le portefeuille ne me permet pas de payer 20% de plus pour mon énergie, donc j'accepte pas le changement climatique. Donc en fait, il faut faire accepter aux gens le changement climatique par rapport à l'objectif effectivement environnemental et biodiversité également, hein. Et puis par ailleurs, s'assurer pour que ça ne coûte pas trop cher, voire que ce soit neutre. Donc c'est pour ça qu'il y a des mécanismes financiers notamment qui permettent de trouver des solutions pour mieux isoler son logement, soutien financier à l'achat peut-être d'autres choses que de cuves à fioul, hein. Voilà, il y a de la biomasse, il y a pas mal de possibilités alternatives pour avoir des choses plus vertueuses. Et puis un autre élément quand même, c'est que le plan de relance européen qui a quand même investi 750 milliards d'euros pour relancer l'économie européenne après le Green Deal, a également aussi apporté de l'argent en direct pour le tissu économique, donc pour les emplois, hein. Et donc ça aussi, c'est un élément pour que les gens acceptent l'Europe et acceptent la réforme. C'est aussi important qu'il y ait de l'argent pour financer la transition écologique, environnementale dans les industries. Il y avait notamment eu de l'aide pour l'aéronautique, de l'aide pour l'automobile, de l'aide pour les friches industrielles, de l'aide pour la filière hydrogène. En France, c'est 7,2 milliards d'euros qui ont été consacrés au lancement de nouveaux produits dans le domaine de l'hydrogène. Donc tout ça, ça contribue au développement. Et les gens acceptent. Je vous prenais l'hydrogène, simplement quand vous expliquez aux gens que l'hydrogène, ça va être 500 milliards d'euros d'investissement jusqu'en 2050 et 1 million de nouveaux emplois créés, ça intéresse les gens. Ah oui, tiens, peut-être qu'on va pouvoir travailler dans ce domaine-là. Donc voilà, donc il faut sans arrêt avoir le prisme de l'usager final, de l'européen, pour savoir si on applique une politique ou si on ne l'applique pas. Alors j'ai une dernière question sur l'énergie avant qu'on change un peu de sujet. C'est une question du chat donc qui mentionne, alors c'est une nouvelle proposition européenne, c'est la notion de mécanisme d'ajustement carbone aux frontières. Donc l'idée entre guillemets de taxer à la frontière les importations qui ont nécessité beaucoup de dioxyde de carbone pour leur production. Comment vous vous placez sur ce débat-là, sachant que, comme le chat le mentionne, il y a des doutes sur la possible contrariété avec le droit de l'OMC, donc le droit de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce. Alors, c'est un sujet qui est en train d'être travaillé tant par la Commission que par le Parlement, ça tombe bien. Moi, je suis évidemment favorable à la taxe carbone aux frontières, pour deux raisons. La première, c'est que c'est une ressource propre de l'Union européenne qui va permettre de rembourser le plan de relance européen, qui, je vous le rappelle, ne coûte pas 1 euro aux contribuables français notamment, hein. On a reçu 40 milliards de l'Europe sans un seul centime à payer de notre poche en retour par le budget national. Donc ça, c'est extrêmement positif. La deuxième raison, c'est qu'on ne peut pas demander à nos entreprises de fabriquer des produits neutres en carbone avec un surcoût qu'elles vont payer si c'est pour qu'elles soient victimes d'une concurrence d'entreprises venues de l'autre bout du monde qui, elles, vont fabriquer en polluant tout ce qu'elles peuvent, vont transporter ces produits en polluant tout ce qui est possible et arriveraient sur le marché européen avec des prix 15% moins chers que le prix que pourraient sortir nos entreprises européennes. Donc, le mécanisme d'acclusion carbone aux frontières, c'est ça, c'est stop. Avant de rentrer sur le marché commun, montrez-moi votre empreinte carbone. Écoutez, voilà, c'est temps. Et vous allez maintenant être taxé de temps parce que vous avez pollué dans votre pays et vous ne pourrez pas rentrer sur le marché commun sans payer de surtaxe. Et donc, à ce moment-là, il y aura vraiment ce qu'on appelle
dans un gros mot bruxellois, un level playing field, une fair competition. Les mots anglais sont à la mode à Bruxelles, hélas. J'aime bien aussi parfois nos mots français. Et donc là, il y aura voilà, une compétition équitable. Le marché commun reste ouvert à la compétition mondiale, mais avec des règles qui sont les mêmes pour les entreprises européennes ou les entreprises d'autres pays. Alors, vous avez posé la question effectivement sur l'OMC, donc l'Organisation mondiale du commerce. Et bien justement, on est en train de voir avec l'Organisation mondiale du commerce comment trouver un équilibre qui serait sain. Savoir quand même que les États-Unis et Joe Biden ont dit qu'ils étaient intéressés pour également avoir le même mécanisme d'inclusion aux frontières que l'Union européenne. Donc, si vous avez déjà deux grandes entités mondiales qui se mettent d'accord là-dessus, ça ira dans le bon sens par rapport à l'OMC. Moi, je suis assez confiant, donc cette organisation internationale peut bien comprendre la logique qui est défendue, et puis je pense qu'on sera prêt juridiquement pour faire face à d'éventuels recours. D'accord, alors changeons un peu de sujet, parlons espace. Donc la politique, pour ceux qui ne le savent pas, il y a une politique spatiale de l'Union européenne. Donc est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu c'est quoi cette politique spatiale de l'Union européenne? Écoutez, chaque État membre de l'Union européenne a sa propre politique de l'espace, mais il y a à côté, depuis déjà plusieurs mandats, un vrai programme spatial européen qui est financé à une hauteur importante. Là, sur la 2021-2027, c'est 15 milliards d'euros pour lancer des satellites notamment. Alors, en fait, on fait un peu de tout dans l'espace. On fait de l'exploration, mais ça, c'est plutôt délégué à l'Agence spatiale européenne qui a son siège à Paris, ce qu'on appelle l'ESA. On fait de l'observation de la Terre grâce à des satellites européens qui s'appellent Copernicus, qui sont les meilleurs satellites au monde, à tel point que les Américains sont les premiers à utiliser ce système d'observation de la Terre. On fait les satellites Galileo, qui sont en fait de la géolocalisation, qui permettent à votre téléphone, on a tous un téléphone portable, voilà, le téléphone portable il est là, et donc on est géolocalisé par les satellites Galileo, qui sont les plus précis en Europe. Le GPS n'intervient que rarement, quand le signal européen est faible, mais voilà, vous avez des milliards d'utilisateurs de Galileo et de la géolocalisation. On fait également un peu de télécommunication, mais quand même beaucoup moins. On va dire que pardon, j'ai encore oublié un dernier domaine. Vous voyez, c'est tellement vaste le spatial. Oui. Donc on fait du lancement, on fait des constellations de satellites. On va lancer pour la première fois une grande constellation de satellites européens. Et on aide également les avions à se poser avec un système qui s'appelle EGNOS, et on aide également les bateaux à rentrer dans les ports avec le chemin le plus efficace. Donc voilà, c'est le principe d'EGNOS qui est le complément de Galileo. Galileo vous donne la longitude et la latitude, mais EGNOS vous donne la hauteur. Et ça, avec un avion, vous pouvez par exemple atterrir aux instruments. Donc voilà quelques-uns des domaines d'intervention que nous avons au niveau de la politique spatiale européenne, qui est aussi, encore une fois, vous allez dire que je suis monomaniaque, mais un élément de l'autonomie stratégique européenne. Parce que si aujourd'hui, une grande puissance, une grande entité comme l'Union européenne n'est pas présente dans l'espace pour avoir son domaine, on va dire, de souveraineté, eh bien des autres vont occuper l'espace et on va complètement dépendre des technologies d'autres pays, et ça serait vraiment dommage pour l'avenir de l'Europe. Alors puisque vous n'avez pas aussi d'autonomie stratégique, toujours sur la question de l'espace, un thème qu'on a vu émerger d'abord aux États-Unis, on le voit aussi en Chine, en France aussi ça a émergé. Il y a tout le débat autour de la militarisation de l'espace. Est-ce que et donc ça crée un débat sur est-ce que il faut militariser, est-ce que l'espace doit être un espace qui doit être militarisé, ou est-ce qu'au contraire ça devrait être entre guillemets une zone neutre? Comment vous positionnez sur le débat en général sur la militarisation de l'espace, et quelle place vous voyez pour l'Union européenne là-dedans? Alors, très clairement, depuis les années 60, le principe de la neutralité de l'espace, l'espace pacifique, est quelque chose qui a été retenu. Et donc aujourd'hui, on n'a pas le droit d'amener des armes dans l'espace. Par contre, il se passe ce que vous avez vu dernièrement avec ce qu'ont fait les Russes. Donc, ils ont simplement envoyé un missile détruire un de leurs satellites. Et ça, c'est très grave, parce que en envoyant le missile détruire un de leurs satellites, ils ont bombardé des milliers de débris dans l'espace, et ces débris peuvent très bien détruire les satellites de leur propre pays d'ailleurs, aussi bien que les satellites d'autres pays. Et c'est pas la première fois, ça c'est les Russes qui l'ont fait. Avant eux, il y avait les Chinois, les Indiens et les Américains en premier. Donc
Ça fait 4 fois qu'on tire des missiles sur des satellites et qu'on s'aperçoit que c'est une catastrophe. Donc, c'est évidemment à ne plus refaire. Et puis après, donc, vous avez des débris, vous avez de plus en plus de satellites. Et donc, je pense qu'il faut surveiller davantage ce qui se passe dans l'espace, avec notamment ce qu'on appelle le Space Traffic Management. Donc, aller surveiller les trajectoires de satellites pour éviter les collisions et trouver la meilleure façon de fonctionner. Et puis, sur la question directe en fait, de la défense, vous avez effectivement les Russes qui sont aujourd'hui capables, et les Chinois aussi, de lancer des missiles dans l'espace. Les missiles peuvent faire le tour de la Terre et aller frapper à l'endroit où ils veulent. Donc tout ça, ça veut dire qu'il faut vraiment qu'on développe vraiment nos moyens de surveillance. Je trouve qu'en Europe, la France était la plus en pointe là-dessus. Les États-Unis sont aussi extrêmement en pointe. Et il faudra sans doute un modèle plus européen. Alors on va dans ce sens-là, puisque pour la première fois, la Commission européenne, il y a une direction générale qui s'appelle la direction défi. C'est la direction commune de la défense et de l'espace. C'est-à-dire qu'on commence à prendre compte de cette dimension importante sur l'espace. Je pense qu'il faudrait, vous avez parlé tout à l'heure de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, je pense qu'il faut aussi organiser quelque chose qui pourrait s'appeler l'Organisation mondiale de l'espace, dans laquelle tous les pays qui ont des intérêts dans l'espace pourraient être présents, sur lequel ils pourraient trouver des modes de fonctionnement communs, des codes de bonne conduite, pour qu'on puisse structurer et organiser tout ça. Parce que sinon, on va se retrouver avec des dizaines de milliers de satellites d'ici peu de temps, avec des centaines de milliers, voire des millions de débris dans l'espace, avec des risques effectivement d'armes. Donc ça ne serait pas possible. Donc, d'où l'intérêt d'avoir une organisation mondiale qui puisse un petit peu régler tout ça. Alors j'ai une question dans le chat qui demande comment l'Union européenne pourrait rattraper l'Asie et surtout les États-Unis dans tout le domaine des micro et des nanolanceurs, et aussi sur la question de la réutilisation des lanceurs. Hein. Il mentionne le projet Prometheus, mais est-ce que c'est un projet qui va être accéléré? Oui, alors donc il y a plein de choses dans ce que vous dites, mais il ne faut pas que l'Europe complexe, déjà. Point numéro 1, parce qu'en fait, souvent dans le domaine spatial, vous avez vu ce qu'ont fait les Américains. Alors, j'étais au lancement de Thomas Pesquet à Cap Canaveral au mois d'avril dernier. J'ai assisté à son lancement. Les gens étaient certains que Pesquet avait été lancé dans le cadre d'un programme américain, parce que ça partait de Cap Canaveral. Ben non, pas du tout. C'était un programme international dans lequel l'Europe était présente. Et il a été lancé depuis Cap Canaveral, mais il aurait pu partir depuis Baïkonour en Russie, en Asie centrale, ex-Russie, donc c'est le Kazakhstan. Et il aurait pu partir aussi de Guyane. Enfin, il n'y avait pas une obligation de partir d'un point à l'autre. Le hasard a fait que cette fois, il est parti de Cap Canaveral. Mais on a souvent un complexe par rapport à la NASA, par rapport à tout ça. Je vous l'ai dit, aujourd'hui, Galileo, c'est le système le plus précis au monde. Copernicus, les premiers utilisateurs de ces satellites d'observation sont les Américains. Quand on envoie des sondes sur Mars et ailleurs, la technologie est européenne, et française en l'espèce d'ailleurs, avec ce système de laser qu'on a propulsé sur de la roche sur Mars pour justement analyser ce qu'il y avait dans le rocher. Donc en fait, on est parmi les meilleurs au monde dans l'Union européenne, et je pense qu'il ne faut pas avoir peur de le dire. Alors, évidemment, on peut dire peut-être qu'on a du retard sur ce qu'on appelle le réutilisable. Je rappelle quand même que les Américains ont eux-mêmes arrêté le réutilisable. Leur premier réutilisable, ça s'appelait la navette spatiale. Mais qu'ils ont arrêté. Ça leur a coûté une fortune et ils se sont rendus compte que ce n'était pas du tout rentable de récupérer des navettes. Donc, ils ont arrêté ce système-là. Pour en trouver un autre, qui effectivement, avec un étage, la Falcon 9, la fusée de SpaceX, a un étage réutilisable. Alors, il y a quand même une mue, là, je ne veux pas être trop long, mais il y a quand même une mue assez importante. C'est-à-dire que les États-Unis ont subventionné, ont shooté, j'allais dire, aux subventions publiques des entreprises privées, comme notamment SpaceX, pour faire croire que c'est du privé. Mais non, ça reste la subvention publique, des garanties de marché fournies par le gouvernement fédéral américain. C'est pas un marché privé. Ceux qui ont inventé le marché privé dans l'espace, ce sont les Européens, hein, puisque Ariane a fonctionné à partir des années 70-80, a fonctionné avec de la vente de satellites de télécommunications aux entreprises privées. Ça marchait super bien, sauf que maintenant, il n'y a plus de satellites de télécommunications. C'était les satellites géostationnaires à 36 000 km de la Terre. Maintenant, c'est effectivement des satellites beaucoup plus bas et beaucoup plus réactifs. Donc, en fait,
quand ce marché s'est écroulé, ben nous en Europe, on a juste fait l'erreur de ne pas mettre assez d'argent public pour compenser la perte de rentrée du privé en disant bon, ça va peut-être reprendre, peut-être qu'ils retrouveront de nouveaux marchés, qu'ils n'ont pas trouvé. Donc, les raisons du retard, c'est ça, c'est qu'à un moment, on a décroché, on n'a pas mis assez d'argent public pour la politique spatiale. Maintenant, voilà, on peut le reprendre et on va le reprendre avec notamment les nanosatellites. On a quand même des domaines d'excellence, notamment à Toulouse. J'étais à Toulouse la semaine dernière, donc j'ai encore pu voir notamment des entreprises qui se spécialisent dans les nanosatellites. C'est-à-dire des satellites qui font ça, hein, c'est assez impressionnant, des satellites de 30 cm qui pèsent de 2 à 3 kilos. Et ben ça, on peut le lancer maintenant avec également des panneaux solaires pour se stabiliser et pour avoir un petit peu d'énergie. Donc les nanosatellites, c'est important, il n'y a pas que ça, mais voilà, le fait de savoir faire des petits et des grands satellites, d'avoir à la fois des startups et à la fois de grandes entreprises comme Thales ou Airbus, voilà, ça me paraît que c'est comme ça qu'on va pouvoir réussir. C'est tout le monde en même temps. C'est pas juste faire des grands, oublier les petits ou considérer que les PME n'ont pas leur place. Donc il faut trouver un équilibre entre tout ça. Et on est tellement fort en recherche et développement dans l'Union européenne que je pense qu'on va sortir de belles choses, qu'on va peut-être pouvoir rattraper un peu de retard sur certains domaines, puis aussi préparer le coup d'après pour être cette fois plutôt en avance. D'accord. Alors, changeons de sujet. Cette fois, parlons brièvement un petit peu défense et affaires étrangères. Alors, je vais commencer par ce qu'il y a de plus récent. Aujourd'hui, il est ressorti que Marine Le Pen a déclaré alors je la cite directement, elle disait vous pouvez dire ce que vous voulez, mais l'Ukraine appartient à la sphère d'influence de la Russie. Est-ce que c'est une déclaration dans laquelle vous vous retrouvez, ou est-ce que vous pensez que Marine Le Pen se trompe complètement sur la sphère d'influence et la place de l'Ukraine dans la sphère d'influence russe? Je me demande quand elle était en Pologne la semaine dernière, puis en Hongrie également, où elle a serré la main de M. Orban. Je me demande si elle leur a dit à tous les deux que, effectivement, la sphère naturelle de la Russie, c'était d'aller jusqu'en Pologne et en Hongrie, comme autrefois. Elle était nostalgique du rideau de fer, mais je rappelle quand même que le monde a progressé depuis le rideau de fer. Depuis cette fédération russe, l'URSS, qui privait la liberté des peuples et qui finalement a permis, à partir de 1989, de refaire une fraternité entre les peuples européens et de faire aujourd'hui cette Union européenne avec effectivement cette extension à l'Est. Il y a des minorités russophones dans l'Union européenne, dans les pays baltes notamment. Peut-être que eux, individuellement, se sentent peut-être plus proches de la Russie. Mais ils font partie des peuples de l'Union européenne et à ce titre, ils sont protégés par l'Union européenne. Alors, évidemment, l'Ukraine, son peuple a son destin entre les mains aussi. C'est aux Ukrainiens de décider ce qu'ils veulent faire. S'ils ont envie d'être dans la zone d'influence de la Russie ou de l'Europe ou de personne, c'est leur choix personnel. Et donc aujourd'hui, il me semble qu'a été élu en Ukraine un président qui n'est pas franchement en faveur de liens ressoudés avec la Russie et qui propose plutôt une ouverture à l'économie de marché, plutôt des valeurs communes avec l'Union européenne, des principes de démocratie qu'on ne voit pas vraiment beaucoup en Russie. Voilà, je ne dis pas que la Russie est l'ennemi, je ne l'ai jamais dit, parce que je pense que le peuple russe est un grand peuple et puis je sépare toujours le peuple des régimes, c'est important. Ouais. Mais voilà, il y a un moment, il ne faut pas non plus. La démocratie, c'est une valeur essentielle, la liberté de la justice, c'est essentiel. Et donc, le gouvernement ukrainien travaille dans ce sens-là. Je n'ai pas dit que c'est simple, la corruption, elle existe partout, dans tous les pays. Donc, il faut mettre des mécanismes pour lutter contre. Il faut que la justice soit rendue. Il faut que la presse soit libre également. Et je ne suis pas certain que la vocation de l'Ukraine, ça soit d'avoir une presse sous dépendance, une justice sous dépendance, et puis d'avoir aucune possibilité de vote démocratique lors des élections. Je pense que l'aspiration des peuples dans le XXIe siècle, c'est la liberté. Donc ce n'est pas le diktat, que ce soit de la Russie ou de quelqu'un d'autre. Alors, parlons maintenant de défense européenne. Alors, on sait, la France, notamment Emmanuel Macron, a été pousse vraiment au niveau européen pour qu'il y ait une défense européenne, une stratégie autonome de défense européenne, mais dans les discussions entre la France et ses partenaires européens, il y a une pomme de discorde qui revient régulièrement, c'est la question des armes nucléaires. Et avec notamment l'éternelle question, est-ce que la France est prête à mettre les pays européens, l'Union européenne, sous parapluie nucléaire français, un peu comme ce que les Américains font dans le cadre de l'OTAN. Et jusqu'ici, la France est toujours restée dans un flou très artistique sur le sujet. Donc, qu'est-ce que vous pensez de ça ?
Alors là, c'est presque un sujet presque franco-français. Aujourd'hui, on a des armes de dissuasion nucléaire qui ne permettent pas de protéger toute l'Union européenne. Ce serait mentir que de dire ça. On a de quoi être en menace défensive, on va dire, pour notre propre pays. Je pense que par contre, la France, elle est solidaire. Et je pense qu'on sera solidaire d'autres pays menacés, alors que ce soit dans le cadre de l'OTAN ou dans le cadre d'autres menaces qui pourraient se présenter. Je veux dire, on a été aussi solidaire de l'Afrique quand le Mali était menacé. C'est la France qui est partie. Hein. C'est pas l'Union européenne, c'est pas les États-Unis, c'est la France. On est très attentif à ce qui se passe au Liban. C'est la France qui, en raison de ses liens historiques avec le peuple libanais, a souhaité porter le fer là-bas. Alors, évidemment, là, c'est pas l'armée hein, pour le Liban. C'est pour vous donner quelques exemples de cette solidarité française qui s'exerce vis-à-vis de l'Union européenne. Par contre, la France a souvent été très seule par rapport à l'idée de développer les outils de défense européenne. Ça, c'est clair. Et il y avait beaucoup de pays qui disaient « Ah, on a déjà l'OTAN, ça suffit, l'OTAN ». Et puis tous ces pays qui disent ça, en fait, ils ont des efforts très très faibles d'investissement financier dans les domaines de la défense parce qu'ils se contentent du parapluie américain qui était avec l'OTAN. Mais maintenant, l'OTAN se désengage petit à petit. Donc je pense qu'il faudra au niveau européen une défense d'abord basée sur l'OTAN avec un pied complémentaire qui serait voilà, une sorte de défense européenne. Et alors, moi je disais que je ne parle pas de l'Europe de la défense, je parle plutôt de la défense de l'Europe. Parce que si vous parlez de la défense de l'Europe, ça implique tout de suite beaucoup plus les pays que de parler de l'Europe de la défense, qui parle qui est plus théorique, expansionniste, voilà, donc l'impérialisme européen qui va aller partout avec ses armées, etc. C'est pas ça. Hein. L'idée, c'est bien de pouvoir se défendre nous-mêmes et donc d'être aussi en cohérence entre pays européens, partager les mêmes matériels, par exemple. C'est tout bête, mais aujourd'hui, dans l'Union européenne, il y a 185 types d'armements différents. Aux États-Unis, vous en avez 30. Parce qu'évidemment, c'est le même pays, donc ils ont les mêmes armes. Donc après, quand vous voulez projeter les armées de plusieurs pays, comment vous faites si vous n'avez pas les mêmes matériels, si les transmissions ne se parlent pas, c'est un peu compliqué. Donc d'où l'intérêt, c'est pour ça que la France pousse à ce qui est voilà, un fonds de la défense. Hein. Donc on a cette commission de la défense pour l'Union européenne qui va gérer 8 millions d'euros qui sont affectés pour acheter des matériels, concevoir des matériels en commun. Et l'avenir pour nous, Français, il est en commun. Alors je pense que l'arme nucléaire, il ne faut pas la mettre en avant comme ça. C'est d'ailleurs, les autres pays ne demandent pas ça, parce que souvent ces pays n'ont pas de nucléaire. Donc ça peut être éventuellement des sujets de polémique chez eux. Donc ils ne souhaitent pas parler de ça. Mais quand il s'agira par exemple de mettre en commun, on parlait de l'espace tout à l'heure, nos moyens de surveillance des satellites, je dis la France, on est leader en Europe sur ces techniques-là, de les surveiller en radar, en infrarouge, enfin on a quand même pas mal de dispositifs qui permettent de surveiller l'espace. Eh bien, on sera évidemment en capacité de le mettre à la disposition des autres. Donc, on a des savoir-faire, on a des techniques qui doivent se mettre dans un pot commun. Hein, mais je pense qu'il faut laisser pour l'instant le nucléaire de côté. Je pense qu'on a plus de chances à concevoir ensemble le système d'armement du futur, ce qu'on appelle le SCAF. Donc, c'est un avion et des drones, pour faire simple, un système de combat, en fait, complet. Le char franco-allemand, je pense que ça peut avoir du sens de mettre ça en France, entre un savoir-faire sur les tourelles, un savoir-faire sur les châssis, en France et en Allemagne, hein, pardon, c'est bien sûr, entre deux pays. Voilà, donc là, je pense que tout ça, ça a du sens pour construire petit à petit cette défense de l'Europe par la mise en commun de moyens, mais on gardera notre autonomie. Chaque pays aura son armée, donc on n'est pas en train de dire que les armées nationales doivent disparaître. C'est évidemment pas le cas, et c'est pas avec 8 milliards d'euros qu'on se permettrait de faire ça. Par contre, ce qui est important, c'est la préférence européenne dans l'achat des matériels. Et ça, moi, je reviens à mon autonomie stratégique européenne. On ne peut pas être un pays membre de l'Union européenne qui veut profiter notamment du fonds de la défense si c'est pour par ailleurs aller acheter des F-35 aux Américains. Quelle est la cohérence? Voilà, il y a un moment, alors je ne dis pas qu'il faut forcément acheter français, mais européen. Et en avion, vous avez des Eurofighter. Il n'y a pas que le Rafale de Dassault, bien que celui-ci commence à obtenir des succès un peu partout dans le monde et que c'est extrêmement positif pour notre industrie française. Mais voilà, donc c'est pareil pour les lancements de satellites. Hein. Quand je vois les Allemands ou les Anglais, tous les deux membres fondateurs de l'Agence spatiale européenne, qui préfèrent aller lancer
leurs satellites par SpaceX plutôt que de les lancer par Ariane. Et après, ils vont nous parler de l'Europe de l'espace. Il y a un moment, c'est quand même pas très Ouais, il faut être cohérent avec correct, ce soi-même, qu'ils quoi. font. Voilà, je pense qu'il y a un moment, il faut respecter les règles. Voilà. Et les règles, c'est que soit on est solidaires ensemble, soit on ne l'est pas. Et puis la solidarité, c'est pas amenez-moi des choses et puis moi je prends ailleurs. Hein. Je viens pas vous en apporter à vous. Donc voilà, je pense qu'il y a un idéal, il y a des valeurs, il y a un état d'esprit à développer. Je suis sûr qu'on va y arriver. Mais ça prend des fois un petit peu de temps de convaincre les autres de la fraternité ou plutôt, on va dire, de la solidarité. On l'a vu avec le Covid. Hein. Oui, bien sûr. Au début, personne ne voulait être solidaire parce que c'était juste le problème de l'Italie, de l'Espagne qui n'avaient pas été assez rigoureux dans leur gestion sanitaire. Et quand ça a commencé à toucher l'Allemagne, la Pologne, les pays baltes, ben oui, bon sang, ça peut nous toucher aussi. Ben, on est d'accord, on va être solidaire. Donc voilà, il y a un moment, il faut qu'on ait cet esprit d'aider le voisin. Parce que si on aide le voisin va nous aider. Et c'est comme ça qu'on pourra faire de la construction européenne. Et alors, je vais changer de sujet complètement pour revenir un petit peu plus proche de chez vous et même de chez nous. C'est la question de Strasbourg. Alors, le Parlement européen est officiellement implanté à Strasbourg, hein, c'est dans les traités, c'est son siège officiel. Ce qui fait que du coup, les parlementaires européens comme vous, une fois par mois, en gros, vous allez à Strasbourg pour voter. Et il se trouve que ce Parlement de Strasbourg, c'est un Parlement qui est critiqué, hein, pour des raisons diverses, notamment le bilan environnemental, parce que Strasbourg c'est moins facile d'accès que Bruxelles, que ça coûte cher, aussi parce qu'il y a un certain nombre de députés et du staff qui a un peu la flemme, ça les emmerde un peu d'aller à Strasbourg plutôt, alors qu'ils ont leur chez eux à Bruxelles. Alors je sais que vous êtes un grand défenseur du siège de Strasbourg, mais comment est-ce que vous analysez cette opposition au siège de Strasbourg et comment est-ce que vous l'expliquez aux citoyens ? Alors, l'opposition au siège de Strasbourg, qui est effectivement inscrit dans les traités, le siège du Parlement européen, c'est Strasbourg, c'est écrit. Ça s'explique simplement par le confort, vous l'avez dit, hein, le confort et la fainéantise d'un certain nombre de députés, d'assistants, de personnel administratif du Parlement. C'est tellement plus confortable. Vous savez, il y a des gens des 27 pays qui habitent Bruxelles, qui ont acheté des appartements, et qui logent là à l'année. C'est tellement plus simple de prendre le métro, de venir en voiture ou d'aller au Parlement tous les jours. Voilà. Puis subitement, pendant une semaine, on vous demande de partir à quelques centaines de kilomètres de là. Non, ça ne va pas. Moi, je préfère mon confort chez moi. Et c'est vraiment l'explication quasi unique qu'il y a de l'opposition à Strasbourg. Après, il y a des ressentiments anti-français qui peuvent exister, mais c'est quand même relativement marginal. C'est plutôt le côté confort. Voilà. Je veux mon confort. Je suis un député de Finlande, j'habite à l'année à Bruxelles. Pourquoi est-ce que j'irais m'embêter aller passer une semaine à Strasbourg de temps en temps? Bon. Donc ça, c'est pour l'explication. Après, vous avez tort sur un point. Le bilan écologique du Parlement européen de Strasbourg est le meilleur. Il y a des études qui ont été financées par le Parlement pour voir le bilan énergétique des bâtiments. Les bâtiments de Bruxelles sont une passoire énergétique. Il y a de la consommation, il y a du gaspillage, il y a tout ce que vous voulez, en plus des menaces, des risques d'effondrement sur une partie des locaux bruxellois. Et il va falloir quand même résoudre le problème assez rapidement quand même, parce qu'il faut quand même que ça tienne. Mais de là à réinvestir des milliards, ça c'est autre chose. Et aujourd'hui, on a au Parlement européen à Strasbourg des bâtiments modernes, tout à fait adaptés, qui consomment peu. Donc le bilan écologique du Parlement européen de Strasbourg plaide clairement pour lui. Donc, ce n'est pas un argument. Et ce n'est pas un argument de s'opposer à Strasbourg pour ça. Après, une autre raison de militer en faveur de Strasbourg, c'est que l'Europe proche des citoyens que l'on imagine, c'est une Europe polycentrique. Et moi, je tiens vraiment à ça. Si l'Europe, ça devient Bruxelles, et que l'ensemble des institutions se retrouvent à Bruxelles, Conseil européen, le Parlement européen, la Commission européenne, puis demain la Cour européenne des droits de l'homme, toutes les institutions au Luxembourg. Si vous rassemblez tout à Bruxelles, pour l'acceptabilité de l'Europe, pour l'équilibre que recherche l'Europe, c'est plus tout ça. Ça va être une espèce d'État dans l'État, une bulle dans laquelle les gens vont rester en cercle fermé, loin de tout contact avec les populations, avec les pays, avec une réglementation unique. Et ça ne sera plus du tout l'Europe telle que l'avaient voulu les pères fondateurs. Et l'Europe des pères fondateurs, c'est un équilibre. Et c'est aussi un symbole de paix qui incarne la réconciliation autour de Strasbourg, qui était un objet de lutte
entre la France et l'Allemagne pendant des années. Et il ne faut pas quand même négliger ça, parce que je dis notamment par rapport aux auditeurs les plus jeunes, voilà, depuis que l'Union européenne existe, depuis 70 ans, il n'y a plus de guerre entre les pays de l'Union européenne. Donc l'Union européenne a apporté la paix entre les peuples. Alors ça semble aujourd'hui acquis, c'est évident, etc. Ben non. Demander aux générations qui nous ont précédés, 3 conflits entre la France et l'Allemagne pendant 80 ans, voilà, mais maintenant aujourd'hui, pratiquement entre 1871 et 1945, il y a presque autant de temps qui s'est écoulé, entre 1945 et aujourd'hui. On a eu 3 conflits, donc 2 mondiaux, des millions de morts dans la première partie, et dans la deuxième, plus rien. Parce que les peuples européens ont eu l'intelligence de s'entendre, notamment autour du symbole de Strasbourg. Et ça, c'est pas acquis pour toujours, c'est quelque chose qui mérite qu'on se mobilise un petit peu pour. Voilà. Et donc le dernier élément, peut-être, de ceux qui s'opposent à Strasbourg, c'est de dire, attendez, ça coûte des sous, quel gaspillage économique terrible d'affréter des trains pour passer d'un endroit à l'autre. Quelle horreur, le bilan carbone, vous vous rendez compte, vous allez prendre une voiture, vous allez partir de Bruxelles, vous allez aller jusqu'à Strasbourg et vous allez revenir, que ce que ça va consommer d'énergie, etc. Et donc, ça peut être un argument qui peut être entendu, parce qu'effectivement, il y a un coût écologique à ça. Mais en même temps, si ça ne plaît pas à ces messieurs-dames, on peut tout mettre à Strasbourg. Voilà, je veux dire, on peut très bien demander aux députés de rester le mois complet à Strasbourg. Les réunions de commissions parlementaires se dérouleraient à Strasbourg. Voilà, et ça poserait aucune difficulté. Mais quand vous dites ça, ah ben là, il n'y a plus personne. Ah ben non, mais Bruxelles, c'est bien. On aime bien Bruxelles parce qu'on a notre appartement, parce qu'on a notre confort de vie, etc. Donc voilà. Donc il y a un peu de malhonnêteté intellectuelle là derrière. Par contre, ce qui me semble important, c'est de partager l'idée que Strasbourg est bien le siège du Parlement européen et de convaincre nos collègues, pas de les contraindre en leur disant c'est inscrit dans les traités, tu te tais, c'est comme ça, c'est pas autrement. Non, je pense que c'est expliquer pourquoi c'est cohérent. Quand on a nos sessions plénières à Strasbourg, donc une semaine par mois, eh bien, effectivement, d'organiser un maximum d'événements, un maximum de choses qui montrent à ce moment-là aux gens qui sont bien à Strasbourg et qui sont heureux d'avoir ce passage à Strasbourg. Ce qui est déjà le cas. Hein. Savoir que les fonctionnaires européens, ils sont toujours volontaires pour venir à Strasbourg. Hein. Il y avait même eu des sondages au plus fort de la crise du Covid. Il y avait des gens pour venir à Strasbourg. Ils étaient volontaires pour venir. Donc, voilà, il y a un intérêt pour Strasbourg. Je pense qu'il faut travailler cet intérêt avec les collectivités locales, avec le gouvernement français. On a notre ministre aux Affaires européennes, Clément Beaune, qui fait un très très bon travail dans ce sens-là. Voilà, je pense qu'il faut vraiment qu'on arrive à mobiliser autour de Strasbourg en faisant des choses sympathiques. Mais alors, toujours pour finir un peu sur le sujet de Strasbourg et revenir un peu au niveau des citoyens, parce que les citoyens, quand qui connaissent pas le Parlement européen, ils savent pas comment ça fonctionne. Quand on leur explique, bah, vous savez, le Parlement européen, en fait, il y a 3 lieux de travail pour le Parlement européen. Alors, il y a Strasbourg, qui est le principal siège, mais en même temps, au quotidien, les gens sont à Bruxelles, mais ils sont aussi à Luxembourg. Et quand on leur dit ça, les gens regardent avec des yeux ronds, ils disent, mais c'est quoi ce truc? Pourquoi vous n'êtes pas juste 100% à Bruxelles, 100% à Strasbourg, 100% à Luxembourg? Enfin, c'est n'importe quoi cette histoire, quoi. Donc, comment vous expliquez cette incongruité qui sort des traités, hein, c'est ces négociations diplomatiques, mais comment vous expliquez ça aux citoyens? Alors, clairement, c'était de la négociation. Mais alors, attendez, on ne peut pas dire qu'on va au Luxembourg. Hein, donc, les députés européens, c'est Bruxelles ou Strasbourg. Et après, évidemment, leur circonscription. Et puis, si vous êtes un député un peu scrupuleux, moi, je m'occupe d'industrie. Voilà, je vous dis, j'étais à Toulouse la semaine dernière. Avant, j'étais à Marseille. Enfin, j'ai tourné partout dans toute la France pour vraiment savoir, enfin, dans la France et dans l'Europe également, pour effectivement parler des choses en ayant la connaissance technique des dossiers. Ça me paraît important. Mais donc le député européen, le Parlement européen, c'est Bruxelles et Strasbourg. Ça a été effectivement le fruit de négociations. Mais quand je vous dis que la solidarité et la générosité, ça ne sort pas comme ça. Il a fallu du temps pour trouver ces équilibres. Mais je vais faire le parallèle avec l'espace, on en parlait tout à l'heure. Aujourd'hui, vous avez SpaceX qui a des coûts de production extrêmement faibles pour ses fusées. Voilà. Pourquoi c'est faible? Tout est rassemblé en un seul endroit. Et je fais le parallèle avec le Parlement européen. Quand tout est rassemblé en un seul endroit, eh ben, ça va bien parce que voilà, on va faire là les bouts de booster, là on va mettre la coiffe de la capsule, etc. Donc tout est produit presque à la chaîne et donc ça ne coûte pas trop cher.
Quand nous, on a voulu faire la fusée Ariane, il a fallu convaincre d'autres pays d'y participer. Et si ça avait été un projet seulement français, 100% français, aucun autre pays n'aurait voulu mettre un centime. Donc, qu'est-ce qu'on a fait avec Ariane dans les années 70 et 80? Eh bien, on a fait du saupoudrage. Et on a dit, tenez, les Italiens, vous participez au programme. Et si vous participez au programme, vous allez faire un petit bout du fuselage des boosters. Hein. OK. Vous, là, vous allez faire les coiffes. Vous, là, en Allemagne, ben, écoutez, on fera quelques satellites. Voilà. Et donc, en fait, on a éclaté un petit peu toute la production. Et donc, on a obtenu à ce moment-là les budgets pour lancer le programme spatial européen. Et ben, en contre-coup, ça coûte plus cher aujourd'hui de produire une fusée Ariane que de produire une fusée SpaceX. Et que si on ramenait tout à un seul endroit maintenant de production, vous auriez tous les États et tous les pays qui râleraient. Donc la diplomatie, parfois, c'est des concessions. Voilà. Et les concessions, eh bien, c'est ça aussi. Donc l'idée d'avoir Bruxelles et Strasbourg, ça procède à un équilibre, avec en plus Luxembourg pour les autres institutions européennes, ça donne un équilibre. Alors, je vous donnerai encore un dernier exemple quand même, parce qu'il n'y a pas que ça, il n'y a pas que les 3 lieux-là. Il n'y a pas une seule capitale parmi les 27 capitales de l'Union européenne, il n'y a pas une seule capitale qui n'a pas une agence de l'Union européenne dédiée à une thématique spéciale. Alors, je prends l'exemple, la dernière qu'on vient d'ouvrir, c'est l'Agence européenne contre la cybersécurité, enfin pour la cybersécurité, pardon, ou contre les cyberattaques, pardon, qui vient de s'installer à Bucarest. La Roumanie n'avait aucune agence quelconque de l'Union européenne. Voilà, ça avait peut-être 200, 300 emplois. Parce qu'il y a de gros enjeux sur la cybersécurité. C'était plus cohérent de le mettre là, alors évidemment, on aurait pu choisir de le mettre à Bruxelles et de refaire 100, 200, 300 emplois de fonctionnaires à Bruxelles. Et on aurait fait un énorme machin à Bruxelles. Bon, ça aurait pu être une solution, mais ce n'est pas le choix qui a été fait. Donc, l'agence Frontex, qui surveille les frontières de l'Europe, elle est basée à Varsovie, en Pologne. Donc voilà, dans chaque capitale, il y a une agence de l'Union européenne, et ça montre une Europe proche des gens, et pas juste quelques-uns qui veulent profiter de quelque chose sur le dos d'autres peuples. D'accord. Alors, je regarde l'heure, j'ai pas envie de vous retenir trop longtemps hein, déjà. Je vais rentrer dans les 2 dernières questions qui sont un peu traditionnelles. Très rapidement. Alors, si vous pouviez changer ce que vous voulez dans l'Union européenne, vous claquez des doigts, vous changez quelque chose. Qu'est-ce que vous changez et pourquoi? Alors, ce que je change, c'est que je simplifie tout. Effectivement, l'organisation des institutions. Je trouve un équilibre et je m'arrange pour que les collègues aient tous un peu une appétence européenne plutôt que nationale. On est avant tout des députés européens, on n'a pas des députés nationaux, donc on doit vraiment avoir une vision globale de l'Europe. Et puis la dernière chose que je changerai, je reviendrai sur les erreurs stratégiques qui ont été faites ces dernières années d'abandon, de pan complet de notre industrie, ce qui fait qu'aujourd'hui on n'a pas un téléphone produit en Union européenne, on n'a pas de semi-conducteurs fabriqués dans l'Union européenne. Il y a plein de domaines comme ça sur lesquels on a loupé des créneaux, dans l'électroménager notamment. Et que voilà, si j'ai revenir un peu en arrière et redire n'abandonnez pas ça. Hein, parce qu'à un moment, on pensait qu'on pouvait faire l'Europe de demain sans aucune industrie, tout fabriquer en Asie et garder la richesse en Europe. Bon, ben on a vu que ce n'était pas ça. Et maintenant, heureusement, on revient un petit peu en arrière. Hein. En France, on a 650 relocalisations d'industrie qui s'est déroulée déjà depuis 1 an. Et il faut continuer dans cet esprit-là. Donc ça, c'est si j'avais une baguette magique, j'essaierais un petit peu d'améliorer les choses dans cet esprit-là. Simplification et puis renforcement également de notre autonomie stratégique. Parfait. Alors, et là, la dernière question traditionnelle de la chaîne. Comment vous vous positionnez sur le débat sur l'Union européenne fédérale? Est-ce que vous êtes pour? Est-ce que vous êtes contre? Vous n'avez pas trop d'avis? Comment vous vous positionnez? Alors, le mot fédéral fait peur aux gens. Donc, je suis contre le mot fédéral à partir du moment où il n'y aura pas l'acceptation par les peuples. Après, le fédéralisme, qu'est-ce qu'on fait? Quand on fait une politique spatiale européenne, ben, on met en commun des éléments sur le spatial. C'est une forme de fédéralisme. Quand on décide maintenant d'adopter un SMIC européen, enfin, évidemment au niveau de chaque PIB de chaque pays, ben, c'est un peu du fédéralisme, puisqu'on abandonne une part de souveraineté pour la mettre en commun. Quand on fait une zone euro, voilà, tout ça, c'est des éléments de fédéralisme, mais ce n'est pas le fédéralisme. C'est-à-dire que l'idée, moi, qu'il faut garder dans l'Union européenne, c'est qu'il y a beaucoup de diversité, et cette diversité, elle doit être respectée. Les peuples, les nations doivent être respectées,
Mais au-dessus d'elles, elles doivent accepter d'avoir quelque chose d'autre qui les renforce. Je dis souvent d'ailleurs, quand j'ai des discours un peu extrêmes que j'entends à droite à gauche, je dis, si on veut plus de France, il faut plus d'Europe. Si on veut plus d'Allemagne, il faut plus d'Europe. Parce que dans la grande compétition du monde, maintenant on est dans un monde globalisé, eh bien, c'est ensemble qu'on sera les plus forts pour répondre à cette grande compétition mondiale. On a tous les atouts pour réussir, on a tous les atouts pour la gagner, mais à condition de se serrer les coudes entre nous et d'être solidaires en respectant les autres et en ayant cette jolie force que peut être l'Union européenne. Et c'est très clair. Alors, ce que je vais vous proposer avant que nous on se lance dans notre débriefing, c'est de vous laisser le mot de la fin. Donc, je vous laisse partager les derniers mots avec l'audience et après, je vais vous laisser profiter du reste de votre soirée. Ah bah écoutez, j'ai déjà dit pas mal de choses, donc merci à votre chaîne, merci à mes assistants pour cette invitation. J'étais vraiment très très content d'échanger avec vous. Et je pense que vous avez raison, il faut parler de l'Europe. Parce qu'en France notamment, on ne parle pas assez de l'Union européenne. Il y a très peu de médias qui s'intéressent à l'actualité qui se passe au niveau européen. Je vais vous donner un tout petit exemple rapide. Quand il y a chaque année le discours sur l'état de l'Union que prononce Ursula von der Leyen, il y a pratiquement tous les pays européens qui retransmettent sur leur chaîne d'information en continu ce discours sur l'état de l'Union qui donne le bilan de l'année écoulée et qui donne les perspectives pour l'année qui vient notamment. Il n'y a qu'en France où aucune de nos chaînes d'information en continu ne retransmet cette information essentielle. Donc je pense qu'il faut peut-être que vous mobilisez aussi auprès des chaînes de services publics notamment, auprès des médias en général pour leur dire que vous avez un intérêt pour les questions européennes, vous voulez en savoir plus. C'est en fait là que tout se décide, très en amont. Et donc militer pour qu'on parle de l'Europe dans les médias français notamment. Eh ben vous l'avez entendu. Écoutez, merci à vous, Christophe Grudler. Merci encore d'avoir pris le temps de nous répondre. Chat, soyez sûr de remercier Monsieur Grudler pour son temps. N'hésitez pas à le suivre sur son compte Twitter. Vous voyez son hâte juste sous le flux vidéo. Et restez avec moi, on va lancer le débrief. Monsieur Grudler, je vous souhaite une très bonne soirée. Merci encore et à très bientôt sur la chaîne, j'espère. Merci. Bonne soirée, au revoir. Alors, hop, je change mon truc, je me mets mon petit carnet et on va commencer le débrief. Alors, dites-moi qu'est-ce que vous avez pensé de l'interview, les enfants. Moi j'ai bien aimé, je vous le dis. Connais bien ces sujets. Je crois qu'on a rarement eu quelqu'un qui balançait autant de pourcentages et je vous assure, j'ai pas les questions, il ne les avait pas à l'avance. Vous savez comment je procède. Je suis brièvement avec lui, pour dire on va parler brièvement de ces thématiques-là, mais il connaît bien ces sujets. Donc, alors, de quoi on a commencé à parler? Alors, j'arrivais plus à relire mes notes. On a commencé à parler politique spatiale, effectivement. Pourquoi on n'a pas commencé par la politique spatiale? Qu'est-ce que je fais? Non, on a parlé de la politique énergétique, pardon. Où effectivement, on a parlé de la question du gaz naturel, qui si vous avez déjà suivi mes revues de presse du dimanche, il peut me stalker sur Reddit, voyons. Alors attends, est-ce que j'ai loupé des trucs sur le chat? Ouais, non, ils sont bien sortis, je suis d'accord. Je suis d'accord. Bref, du coup, revenons sur l'énergie. Donc, on en a parlé en pas mal de semaines, la question de l'énergie. On a parlé de cette question, le fait que les prix de l'énergie en Union européenne sont effectivement indexés. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un système un peu particulier, en fait, c'est par tranche de production énergétique, on va indexer sur l'énergie la plus chère qui a permis de remplir cette tranche. Donc, par exemple, de 0 à 20 kWh, c'est l'énergie la plus chère, ça aurait été, mettons, l'énergie renouvelable qui aura coûté, je sais pas, 10 euros. Du coup, le prix, ça va être 10 euros. Ensuite, pour la tranche suivante, de 10 à 20, ça va être le nucléaire qui sera de 20 euros, etc., etc. Et on fait monter comme ça. Et il se trouve que du coup, les prix ont un peu explosé parce que pour remplir les dernières tranches de besoins en matière énergétique, il se trouvait que c'était le gaz. Oui, the interview already happened. Just finished, actually. I'm doing the debrief. Et donc, le prix du a explosé. Je crois que j'avais retenu que sur l'année, ça avait explosé 400%, je crois, sur l'année. À vérifier, mais il me semblait avoir retenu le nombre de 400%. Et évidemment, c'est ce qui a mené notamment l'Espagne, qui était la plus affectée par l'explosion des prix du gaz, à dire attendez, il faut qu'on constitue des stocks stratégiques, etc. Ils disaient oui, mais non, c'était une initiative française d'abord. Effectivement, la France soutenait, je ne sais pas si c'est. Moi, je me souviens surtout que c'était l'Espagne qui poussait fort pour ça, avec le soutien de la France, mais ok. De quoi on a parlé d'autre? La question de la réserve stratégique de gaz, ça, il en a parlé, il a expliqué pourquoi c'était important.
que la France était un des rares pays à avoir ce système-là, et que donc effectivement ça faisait sens d'avoir un tel système au niveau européen, même s'il a insisté encore une fois que c'était une solution de court terme. Une réponse peu précise sur les réformes qu'il fera à la charte d'énergie tout en restant dedans. Pour être honnête, moi ça m'a arrangé qu'il la fasse rapide, parce que je voyais le temps qui passait, et on avait déjà passé pas mal de temps sur l'énergie, et je suis, pour être honnête, je connais pas bien le sujet de la charte de l'énergie, donc je pouvais pas non plus trop le challenger, mais au moins il a été clair sur l'idée que lui, il est dans cette perspective que faut se débarrasser des énergies fossiles, et que si jamais il y a un blocage dans la charte, bah écoutez, il faut en partir dans ce cas-là, parce que ça fonctionne pas. Mais voilà, il est pas dans une idée, claquons la porte claquons la porte en vrac, et si une discussion, et si jamais ça marche pas, bah dans ce cas-là, on se casse et on fait notre truc de notre propre côté. On a parlé de la taxonomie, donc effectivement, qui est cette espèce de label européen sur les énergies, pour dire, bah voilà, quelles sont les énergies qui sont les énergies vertes, quelles sont les énergies de transition, et un des grands débats, c'est justement, est-ce que le nucléaire, le gaz naturel doit être dedans. Donc lui, c'est clair, le nucléaire, ça doit être dedans, hein, c'est inévitable, hein, d'avoir... Sophia déçu qu'il n'ait pas posé de faire de l'ESA une vraie agence de l'Union Européenne. Ah bah. Je te propose de lui écrire un mail rageur pour lui dire non, c'est inacceptable que ESA ne soit pas une agence européenne. Pour te dire, je pensais que c'était une agence européenne. Comme quoi, moi-même, j'apprends des trucs. Mais ouais, donc du coup, grand défenseur du nucléaire, effectivement, il a mis en avant quels étaient les avantages du nucléaire. Il a soulevé une question deux points qui étaient un peu intéressants et importants. C'est d'une part, bah, effectivement, la question de l'intermittence des énergies renouvelables, hein, parce que effectivement, hein, c'est du bon sens, hein, le vent souffle pas tout le temps, il fait pas tout le temps soleil. Et aujourd'hui, on a les technologies de stockage de l'énergie ne sont pas vraiment au point, enfin du moins pas à une échelle industrielle, on ne sait pas vraiment très bien stocker de l'énergie, ça se stocke pas très bien. Et donc c'est pour ça qu'on a besoin de production constante, hein, parce qu'on ne sait pas stocker cette énergie. Et la conséquence du fait qu'il y ait cette intermittence d'énergie, renouvelable mais pas que, c'est que il faut toujours avoir ce qu'on appelle les doubles capacités, pour que justement, si jamais il y a, pour une raison X ou Y, il n'y a pas de vent, il n'y a pas de soleil, que on puisse toujours avoir de l'énergie, notamment par exemple avec l'énergie fossile ou avec le nucléaire, pour justement compenser ces moments où il n'y a pas assez de production de renouvelables. Souvent, c'est un des débats qui était un sujet qui revient souvent quand on parle de dire, il faut faire du renouvelable. On dit oui, d'accord, mais il faut aussi avoir cette question des doubles capacités au cas où justement il n'y ait pas assez de vent, il n'y ait pas assez de soleil. Et c'est justement un argument qui revient souvent quand il est question justement d'avoir le nucléaire en tant qu'énergie de backup, ou le gaz naturel en tant qu'énergie de transition. Et deuxième point qu'il a soulevé, notamment pour expliquer le fait que les EPR, donc les EPR, c'est la génération actuelle des réacteurs nucléaires, hein, qui ne rencontrent pas un grand succès, hein, puisque à Flamanville, c'est un peu une catastrophe industrielle, cette histoire. Et donc avec des délais, des surcoûts, etc. Et donc lui, il dit, oui, effectivement, c'est un peu un échec industriel, Flamanville, mais en fait, on paie le fait qu'on a perdu les compétences. Parce qu'effectivement, ce qu'il faisait, il disait, voilà, dans les 60-70, on ouvrait des réacteurs nucléaires, on faisait des réacteurs nucléaires de manière très régulière, on exportait de manière très régulière, donc du coup, en fait, il y avait un savoir-faire industriel en matière d'ingénierie, etc., qui faisait que, du coup, on savait comment construire une centrale nucléaire, parce que les gens avaient appris, ils savaient comment faire. Or, quand on a arrêté pendant une longue période de faire, de manière régulière, de faire des centrales nucléaires, du coup, ce savoir-faire s'est perdu, les gens sont partis à la retraite, les nouvelles technologies se sont développées, on n'a pas formé des gens, etc., Et donc, du coup, en fait, il dit, comme on sort d'un trou de 20-30 ans où on n'a pas fait de centrale nucléaire, du coup, on est obligé de réapprendre sur le tas, les gens sont obligés de réapprendre sur le tas ces compétences, et ça se paye justement sur Flamanville, où justement, on est... les gens débarquent un peu en matière de compétences. Et voilà, c'est pour ça qu'on doit construire, il y a un intérêt stratégique à construire régulièrement des centrales nucléaires, pour justement préserver cette compétence française notamment, mais pas que. Ensuite, on a parlé longuement, question comment on fait pour arriver à la transition énergétique, donc il a donné des chiffres sur la lutte contre le gaspillage, voilà,
la lutte contre le gaspillage énergétique dans toutes ses formes, ça permettrait de gagner, d'économiser 15 à 20% d'émissions d'effet de serre. Faut supprimer les énergies fossiles, les remplacer par des énergies alternatives partout où on peut. On a aussi parlé justement de la question de l'acceptation sociale des politiques de lutte contre le changement climatique. En disant, voilà, faut pas que les ménages, faut pas taxer les ménages pour leur faire accepter le changement climatique. Faut les convaincre évidemment de les pousser vers le changement, vers la lutte contre le changement climatique, mais on peut surtout pas les taxer, on peut pas impacter euh, le, 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 le ménage parce que sinon justement les gens se rebellent contre ça et voilà, ça mène à des phénomènes comme les gilets jaunes, comme les bonnets rouges, etc. On a parlé brièvement aussi de la question. Oups, j'ai tombé mon stylo. On a parlé brièvement de la question de la taxe aux frontières sur le carbone. Donc lui il disait voilà, c'est génial, c'est une ressource, ce qu'on appelle une ressource propre. Les ressources propres, c'est quoi? C'est une manière de financer le budget européen, puisqu'en fait le budget européen il est financé en très grande partie par les contributions des États membres. Donc en gros, chaque État membre, la France fait un chèque à l'Union européenne et ce chèque va financer le budget européen. Et il y a une petite part qui est ce qu'on appelle les ressources propres, qui sont en fait les ressources financières que l'Union européenne génère elle-même et du coup utilise pour alimenter son budget. Alors aujourd'hui c'est pas grand chose, hein. C'est par exemple les amendes que la Cour de justice de l'Union européenne va infliger pour les différentes infractions au droit européen, au droit de la concurrence, etc. Ça va être versé dans le budget européen. Il y a quelques droits de douane ici et là qui reviennent en partie au budget européen. Et donc il y a une idée d'avoir on a fait avoir une insight sur les négociations avec l'OMC. Alors, je sais pas s'il était dans les négociations avec l'OMC, mais il est assez confiant. Mais du coup, un des arguments pour cette taxe carbone aux frontières, c'est voilà, on peut mettre ça pour, d'une part, renforcer la lutte contre le changement climatique au niveau européen, mais aussi le bénéfice de cette taxe serait reversé au budget européen. Comme ça, on renforce le budget européen sans demander aux États membres de verser un centime de plus. Donc voilà, en gros, c'est tout bénéf pour tout le monde. Et effectivement, la question des ressources propres, c'est un sujet qui monte, hein, puisque le Parlement européen et aussi la Commission européenne essaient régulièrement de pousser pour qu'il y ait plus de ressources propres, puisque les États membres, évidemment, ça les fait chier d'aller de faire des gros chèques à l'Union européenne. Ils préféraient garder le cash pour eux, mais et ça avait donné des gros fights au niveau de la négociation de budget, puisque vous ne le savez pas, le budget européen, c'est peanuts. Hein, c'est 1%, à peine un peu plus. C'est 1% du PIB européen. Alors j'ai plus le chiffre exact, je crois qu'aux États-Unis, c'est 20 à 30% du budget. Donc vous voyez, budget européen, c'est peanuts. C'est peanuts, et donc il y a un débat sur est-ce que le budget européen peut passer ce cap des 1% du PIB européen. Et c'est un monde disant non, il faut que ça soit certains États européens, voilà, comme Mark Rutte, donc le Premier ministre des Pays-Bas, qui dit non, il faut que ça soit 1%, pas plus. On n'a pas besoin que l'Union européenne ait plus de budget. Et à côté, le Parlement européen qui dit bah non, faut aller au-delà de ce 1%, il faut aussi donner des ressources propres, en gros, qu'on dépende plus des chèques nationaux pour que l'Union européenne puisse fonctionner. Donc ça, c'est un des gros débats au niveau européen quand on parle de budget. Ensuite, on a parlé quoi? Cette fois-ci, on a parlé de politique spatiale. Alors, je sais plus pourquoi j'ai mis politique spatiale en tout premier. Bref, peu importe. Donc, politique spatiale, il a parlé notamment du fait que la Russie a détruit récemment un satellite, ce qui a fait pas plaisir du tout à la Commission européenne, puisque Thierry Breton, le commissaire européen au marché unique, au marché intérieur, et qui est aussi en charge de la politique spatiale, avait été très fâché à ce propos-là, en disant que c'était une action irresponsable. Donc, il est condamné très fortement justement le fait que la Russie fasse exploser un de ses propres satellites, hein, pour tester justement des armes anti-satellites, en disant que ça crée un certain nombre de déchets dans l'espace qui pouvaient être dangereux pour les autres satellites. Alors, on avait eu la semaine dernière un autre député vert, cette fois, qui s'intéressait à la politique de l'espace, Niklas Ninas, un Allemand, qui expliquait bon voilà, effectivement, à court terme, ils ont généré plein de débris. Après, ils disent voilà, le satellite était dans une altitude relativement basse, donc du coup, ça va. Les déchets, évidemment, c'est inacceptable, mais d'ici quelques mois, quelques années, comme ils sont en altitude basse, les déchets vont retomber dans l'atmosphère et être vaporisés, donc à long terme, c'est pas catastrophique. En revanche, je dis voilà, ça crée un précédent. C'est évidemment une question d'impact
un message géopolitique qui est envoyé par la Russie, et aussi ça peut mener à une escalade des choses qui, pour le coup, pourrait empêcher juste pas seulement les Européens, mais n'importe quel pays autour du monde d'envoyer des satellites, parce que sinon, si l'espace est pollué avec les déchets, bah, les satellites peuvent plus passer. De quoi d'autre on va parler? On a parlé Russie et Ukraine, donc effectivement sur le futur de l'Ukraine. Faut se rappeler, même s'il dit voilà, c'est l'Ukraine de choisir son destin, ce qui est vrai, faut se rappeler que la Russie a une grande sensibilité sur ce qu'ils appellent leur étranger proche, en gros leur sphère d'influence, et il faut se rappeler que par exemple, l'Ukraine, la guerre en Ukraine a commencé parce que la source du truc, c'était le fait que le gouvernement ukrainien ait décidé de signer un accord d'association avec l'Union européenne. Les accords d'association, en fait, c'est à mi-chemin entre un accord politique et un accord commercial. Hein. En gros, voilà, c'est un renforcement des relations avec l'Union européenne qui peut, en général, c'est parfois considéré comme étant le premier pas vers l'intégration dans l'Union européenne. Alors, ça veut pas dire que l'Ukraine aller rentrer dans l'Union européenne ou quoi que ce soit, mais en tout cas, c'est un rapprochement très clair. Et la Russie avait dit non, non, là, vous enfreignez une ligne rouge, c'est pas possible pour nous. Le gouvernement pro-russe était tombé, etc., etc. Donc c'est comme ça qu'on s'est retrouvé avec la guerre en Ukraine, où et les petits hommes verts, donc les soldats russes qui partent en vacances avec les tanks et tout le matos en Ukraine. Mais évidemment, le Kremlin n'a aucune idée de ce qui se passe. Et donc c'est la question de la Russie qui est très protectrice de son et paranoïaque vis-à-vis de ce qu'ils appellent leur étranger proche. Hein, donc l'Ukraine, la Biélorussie, etc., etc. Qu'est-ce qu'on a? On a parlé un petit peu des outils de défense, et il a parlé. Alors j'ai pas pu te poser les questions, hein, désolé, parce que encore une fois, je regardais le temps, je voulais parler aussi parler de Strasbourg, etc. Donc il y avait pas mal de sujets que je voulais parler, donc j'ai dû zapper quelques questions, hein, désolé pour ça. Mais il a répondu d'une certaine manière, hein, puisqu'il a dit voilà, faut investir sur des équipements communs. Donc il a dit voilà, il y a, alors j'ai pas noté le chiffre exact, mais il y a des centaines il y a plus de au moins une centaine d'équipements différents dans l'Union européenne. Alors bon, après il y a ce qu'on appelle aussi les standards OTAN. Hein. Je veux dire, la plupart des pays européens sont dans l'OTAN, et il y a, je veux dire, il y a une forme de standardisation dans les pays membres de l'OTAN pour que justement, même s'il y a des équipements différents, les munitions soient standards, etc., etc. Donc, il y a quand même, via l'OTAN, il y a une forme de standardisation des matériels, mais voilà, toujours est-il que il y a quand même des problèmes qui se posent en matière de coopération militaire, puisque les équipements restent différents, et donc voilà, il a aussi tapé un peu sur l'idée que un certain nombre de pays vont acheter leur matériel militaire en dehors de l'Europe, notamment aux États-Unis, mais pas que. Et il dit voilà, faudrait qu'ils achètent européens, même s'il dit voilà, c'est pas une question d'acheter que français, on n'est pas là pour dire faut que vous achetiez que des Rafales, hein, il y a aussi l'Eurofighter. C'est assez hypocrite de son point de vue. En quoi c'est hypocrite? J'aurais été d'accord avec toi un petit peu, dans une moindre mesure, s'il n'avait pas fait la précision. C'est pas une question d'acheter les Rafales, c'est une question, voilà, s'ils veulent acheter les Eurofighters, ils achètent les Eurofighters, c'est une question d'acheter européen. Mais précise un peu ce que tu entends par hypocrisie. Mais effectivement, cette question de l'hypocrisie, c'est une critique qui est faite à la France aussi, hein, puisque il y a un certain nombre de pays qui disent, mais en fait, quand la France dit qu'ils veulent faire l'Europe de la défense, en fait, c'est juste un moyen ils veulent juste pousser les États européens à acheter des armes françaises. Et ils s'en fichent royalement, ou à défendre les intérêts géopolitiques français, ils s'en fichent réellement de ce que c'est que la défense européenne en tant que telle. Mais effectivement, c'est une critique. Après, moi, personnellement, j'ai pas perçu son point de vue comme étant d'une grande hypocrisie. Hein. L'Eurofighter est mauvais. Ça, après, c'est aux différents pays de juger. Hein. Et aux différents pays de juger, il y a aussi c'est aussi une question politique, hein, et diplomatique là-dedans. Et il a dit encore une fois, toujours pour aller dans l'idée diplomatique, il est revenu aussi quand on a parlé achat Rafale égale good. Après voilà, c'est le game, hein, je veux dire, dans les industries de l'armement, ouais, je dirais pas que c'est de l'hypocrisie. Je dirais pas que c'est de l'hypocrisie.
ça me semble un peu fort. Il est clairement dans une position, voilà, de dire voilà, acheter français c'est bien, hein, évidemment, il va pas dire le contraire. Mais voilà, l'idée acheter européen, c'est pas. Je veux dire, quand il dit voilà, on crée un fonds pour la défense et si l'argent doit aller doit être utilisé pour acheter. Le F-35 est un bon avion, le diplomate achète aussi en fonction de la négociation d'une alliance avec les US. Le F-35 est un bon avion, effectivement, mais qui coûte une blinde. Qui est. Je crois même aux États-Unis, ils commencent à se dire que ça leur coûte trop cher et ils vont commencer à faire une transition. Voilà, on va pas rentrer dans les guerres de popote au niveau des avions de combat, hein, parce qu'il n'y a pas non plus, il y a pas que le Rafale, il n'y a pas que le Eurofighter, il n'y a pas que le F-35, il y a les Gripen aussi, russes, chinois, etc. Ça, mais bref. On a une industrie européenne de l'armement qui se marche dessus, les chantiers navals de Pays-Bas, bah oui, effectivement, mais il est revenu aussi là-dessus, dans l'idée de ces projets de coopération européens, puisqu'il dit, bah voilà, le char, en gros, lui, ce qu'il dit, c'est faire du saupoudrage. Il dit, voilà, faut faire des projets de défense, des projets communs, que ce soit les chars, les avions de combat, les drones, qui sont des projets qui sont lancés. Il dit, voilà, on fait du saupoudrage. Il dit, bah voilà, toi, tu vas produire la tourelle, toi, tu vas produire le châssis, toi, tu vas produire les boosters pour les fusées, etc. Donc, il dit, voilà, faut. De ce point de vue-là, il a intégré le truc. Il dit pas, faut acheter que français, faut acheter que français. Il dit voilà, faut faire des projets européens. Et on saupoudre, on dit voilà, toi tu produiras la tourelle, toi tu produiras le machin, et en gros tout le monde s'y retrouve à la fin. C'est pour ça que moi je dirais pas dire que c'est de l'hypocrisie complète son point de vue. Effectivement, voilà, comme tous les Français, hein, tous les Français vont dire bah oui, c'est bien que ils achètent les pays européens achètent français, mais il a pas dit il faut que ça soit français ou rien du tout. Il a dit voilà, faut qu'il y ait des projets européens et on fait du saupoudrage. Il dit c'est nécessaire de faire du saupoudrage pour convaincre les pays. Moi, je pense pas que ce soit particulièrement hypocrite. Bref. Point suivant. De quoi on a parlé? Ah bah on a parlé Strasbourg. Strasbourg. Sur le bilan énergétique, effectivement, il y a des rapports qui ont été faits. Ça se bat, enfin sur le sujet, il y a 2-3 rapports qui ont été faits, hein, les rapports des pro-Strasbourg, le rapport des anti-Strasbourg. Alors je sais, moi j'ai pas connaissance du rapport qui était financé par le Parlement européen. Je suis pas capable de me prononcer. J'ai souvenir de vieilles études où effectivement il y avait un rapport qui a été fait par les anti-Strasbourg, un rapport qui a été fait par les pro-Strasbourg. Par le Parlement européen, je ne sais pas. Faudrait vérifier. Donc il a insisté sur l'idée de l'Europe polycentrique, le fait que le Strasbourg c'est un symbole de paix, ce qui est exact, hein, et et de mon point de vue, c'est quelque chose qui se retrouve dans le renversement de la position sur Strasbourg, parce que, bon, il l'a pas dit, les Français sont assez isolés hein, sur ce sujet-là, hein, au Parlement européen. Maintenant, quand vous avez un vote sur le Parlement de Strasbourg, qui n'a aucune valeur juridique, hein, c'est juste le Parlement qui vote sa position sur Strasbourg, hein, au détour des textes budgétaires ou autres. Les Français sont en minorité. Hein. Aujourd'hui, la France, en général, perd les votes sur Strasbourg. Avant, ils pouvaient compter sur les Allemands, ils pouvaient compter sur les Luxembourgeois, etc. Maintenant, ils pouvaient sur les Italiens et sur pas mal de gens aussi, parce que justement, il y avait cette idée, notamment chez les députés plus âgés, cette idée de Strasbourg en tant que symbole de paix, c'était quelque chose qui leur parlait, et du coup, ils votaient pour Strasbourg ça. Maintenant, c'est plus le cas. Beaucoup moins le cas. Les Allemands ne sont plus aussi unanimes, à part les Français qui est pro Strasbourg. Les Luxembourgeois, évidemment. Une partie des Allemands, notamment les Allemands qui sont près de la frontière. Mais une partie des Allemands. Vous avez. Strasbourg, c'est un symbole de paix pour les Français, éventuellement pour les Hongrois et les Finlandais. La question est valable. La question est valable. Mais en revanche, en tant que symbole européen, je veux dire, tu peux me dire, même avant que les Hongrois et les Finlandais soient rentrés, en quoi Strasbourg c'est un symbole pour les Italiens, en quoi c'est un symbole pour les Belges ou les Néerlandais. Il n'empêche que, en tant que tel, il y a un consensus sur l'idée que la genèse du projet européen, c'est l'idée qu'il y a la réconciliation franco-allemande, hein, et encore aujourd'hui, tout le monde est d'accord pour dire que si l'entente franco-allemande ne fonctionne pas, l'Europe ne fonctionne pas. Donc il y a cette acceptation de ça. C'est symbolique d'un point de vue historique. Ça c'est un argument qui est réel, etc. En revanche, c'est un argument qui a moins de portée, parce que autant, on va dire, les Européens plus âgés, etc., effectivement, ils sont européens parce que c'est l'Europe de la paix, etc., etc. Les gens à partir de ma génération, oui, effectivement, l'Europe de la paix, c'est un truc, mais pour nous, la Seconde Guerre mondiale, on l'a appris dans les
dans les manuels d'histoire. Même la guerre froide, on l'a pas connue. Donc pour nous, c'est quelque chose de très conceptuel. C'est pas une réalité. Je veux dire, si on a pu discuter avec nos grands-parents, on peut éventuellement avoir une petite idée vague de ce que c'est. Mais les Européens d'aujourd'hui, ils sont européens à cause d'Erasmus, ils sont européens à cause de Schengen, ils sont européens à cause de l'euro, etc. Ils sont pas européens à cause de ils vont pas dire oui, moi je suis européen à cause de la paix. C'est plus maintenant la dimension principale de l'européisme, même s'il a parfaitement raison quand il dit que c'est une dimension qu'il ne faut pas oublier. Et effectivement, c'est fondamental de ne pas oublier ce côté Europe de la paix. Ceux qui ne se rappellent pas de leur histoire sont condamnés à la répéter. Génération années 90, bah ouais. Génération... Non, moi je suis pas né génération années 90. Je suis pas années 80. Mais bref. Et il a dit effectivement un truc qui est vrai, il dit voilà, tout le monde se plaint de Strasbourg, mais personne ne parle des agences européennes qui sont dans toutes les capitales. Et c'est vrai, je veux dire, c'est là où aussi il y a de la mauvaise foi de la part de ceux qui sont contre Strasbourg. D'une part parce que c'est vrai, pour beaucoup, c'est une question de confort, hein, ça les emmerde juste d'aller à Strasbourg, hein, on va pas se mentir, hein, pour beaucoup c'est ça. Et ils se plaignent pas effectivement du fait qu'il y ait les agences... les agences européennes qui sont saupoudrées un peu partout en Europe, alors qu'on pourrait dire bah, pourquoi on centralise pas tout ça à Bruxelles. Donc effectivement, il y a une bonne dose de mauvaise foi aussi chez les anti-Strasbourg à cause de ça. Hein. Il y a beaucoup la question du confort là-dedans. Alors attends, il disait les gens sont partants pour aller à Strasbourg, il disait pendant le Covid, alors effectivement, pendant le Covid, les gens étaient partants pour aller à Strasbourg parce qu'ils sortaient de plusieurs mois de confinement. Après, ça dépend. Il y a pas mal de gens, ça les emmerde d'aller à Strasbourg. Hein. Moi, je peux... Surtout ceux qui sont depuis longtemps au Parlement européen, à un moment donné, effectivement, pour les raisons de confort, ça les emmerde d'aller à Strasbourg. Donc, je dirais pas que tout le monde est forcément ravi d'aller à Strasbourg. Moi, je connais aussi pas mal d'assistants, ils sont contents d'esquiver Strasbourg une fois de temps en temps. Même si c'est très sympa. Enfin, moi, j'ai beaucoup aimé aller à Strasbourg à l'époque. De quoi on a parlé d'autre les agences de l'Union Européenne, j'en ai parlé. Son analyse de la question fédérale et fédéraliste est assez intéressante. Voilà, le mot fédéral fait peur, il fait peur aux citoyens. Et donc, du coup, il dit voilà, faut pas se focaliser sur l'idée d'Europe fédérale, mais dans les faits, en fait, c'est ce qu'on fait. Voilà, quand on fait des politiques européennes, de facto, on lance une forme de fédéralisme. C'est une forme de fédéralisme, même si on met pas dedans le mot fédéral qui peut être toxique pour un certain nombre de pays. Donc de ce point de vue-là, c'était intéressant et vrai. Hein, et par définition, toute politique européenne implique une forme de fédéralisme. Tu disais que le train de Bruxelles-Strasbourg était mauvais. Le train de Strasbourg-Bruxelles était mauvais. Ouais, non, je suis content. Non, enfin, comment dire. Non, le train Bruxelles-Strasbourg est bien. Moi, j'étais content d'avoir le Thalys. C'est bien d'avoir le Thalys entre Bruxelles et Strasbourg, effectivement. Moi, je me suis tapé aussi ce qu'on appelait le chouchou. Moi, j'appelais ça le chouchou à l'époque. C'est le train normal qui, à l'époque, était un train lent qui faisait Bruxelles, Luxembourg et Luxembourg-Strasbourg, et ça te prenait 7 heures. Ça, c'était une horreur. Mais le Thalys, le train Bruxelles-Strasbourg, donc qui est affrété spécialement pour le Parlement européen, c'est un Thalys, hein, donc c'est très confortable et c'est très bien quand ça fonctionne. Après, moi ça m'est déjà arrivé d'avoir le train qui plante au milieu des champs pendant 3 heures. Ouais, là c'est moins fun, mais non, le train Bruxelles-Strasbourg, c'est pas... En tant que tel, j'étais content qu'il soit là, le train Bruxelles-Strasbourg. Il n'y aurait pas eu le Thalys, là par contre, oui, ça m'aurait emmerdé. Même si j'ai fait le chouchou pendant longtemps. Mais si le mot là fait peur, il semble pour une Europe confédérale. Plutôt que fédérale. Bah, en fait, de facto, enfin, aujourd'hui, je vais pas faire un cours de droit constitutionnel, mais l'Europe fédérale, pour qu'il y ait une Europe fédérale, il faudrait que un certain nombre de compétences strictement étatiques soient communautarisées pour qu'on passe dans une union proprement fédérale. Notamment la défense, les affaires étrangères, un seul set enfin, l'abolition complète des frontières entre les États membres, etc. Mais lui, il dit voilà, de facto, on se dirige vers on dit voilà, lui, son propos, il dit voilà, l'Europe fédérale, il est pas. Il s'en fout en fait, il dit voilà, c'est un débat un peu théorique, ce qui compte, c'est ce qu'on fait dans les faits. Et dans les faits, on fait une forme d'union confédérale, peut-être que ça amènera un jour
peut-être à une union fédérale, mais voilà, lui il dit voilà, faut se concentrer sur le concret. Le concret, c'est on fait des politiques européennes, par définition, c'est une forme de fédéralisme, de confédéralisme. Lui, il est de ce point de vue-là, il est assez pragmatique. Il est pas, j'ai envie de dire là-dessus, il a été beaucoup plus soft que ce qu'on peut entendre d'un certain nombre de personnalités politiques françaises, où en général il dit non, l'Union fédérale c'est pas bien, faut garder les compétences nationales, machin. Euh, D'une manière générale, sur la chaîne, ceux qui étaient pas en faveur de l'Union de l'Europe fédérale, c'était plutôt les Français. Donc lui, de ce point de vue-là, il est là, bon non, il a une approche un peu plus chill sur le sujet. Enfin bref. Je pense qu'on a fait à peu près le tour. Je regarde juste si j'ai loupé des questions. J'ai loupé des questions, ça je sais. Désolé encore, hein, mais... Ah oui, Goulran, désolé, j'avais pas posé... Alors, est-ce qu'il est toujours là, Goulran? Il est parti, Goulran, tristesse. Tristesse, mais Goulran avait posé une question sur le mix énergétique, on en avait parlé au début, donc c'est pour ça que j'ai pas reposé la question. Bon, bah écoutez, moi ce que je vous propose, c'est de faire ma conclusion. Hein, d'ailleurs, je vous laisse pas le choix, je vais faire ma conclusion, après c'est tout. Donc j'espère que vous avez apprécié l'interview. Comme d'habitude, si vous avez aimé ce que vous avez entendu, n'hésitez pas à follow. Si vous vous sentez généreux, n'hésitez pas à faire un petit sub. Autrement, on se retrouve demain soir pour une autre interview avec un député européen, cette fois-ci en anglais, puisque ça sera un député tchèque de Renew, Ondrej Kovaric, qui sera avec moi demain soir à 20h30. Cette fois-ci, on risque de parler plus économie, c'est un économiste. Et ensuite, on se retrouve jeudi soir à 20h pour un jeu cofinancé pour jouer à un jeu cofinancé par l'Union Européenne qui s'appelle Little Nightmares. Et sinon, proposition pour Vandalion de téléphone. Je mets ça sur la liste. Et sinon, on se retrouve le dimanche à 18h en français et à 20h en anglais pour la revue de presse de la semaine. Sur ce, écoutez, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis, j'espère, à demain ou à un autre moment dans la semaine. À très bientôt. Et oui, d'ailleurs, je vous pose mes réseaux sociaux parce que j'ai oublié de le faire. Comme ça, vous pouvez me suivre sur Twitter et sur Discord. C'est là où les trucs fun se passent. Et sur ce, écoutez, je vous souhaite une bonne soirée et à très bientôt. Bye tout le monde!